Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 187 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Alors aujourd'hui, l'hebdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 6. Bon, comment allez-vous ? J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que vous avez commencé à ouvrir votre petit calendrier de l'Avent avec vos petits chocolats ou tout autre type d'ailleurs de calendrier de l'Avent. Maintenant il y a un peu de tout. Il y a des calendriers de l'Avent du thé, il y a des bonbons, il y a de tout. Enfin bref. Noël s'approche, ça c'est toujours bien. Et puis, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est l'hebdomadaire du Basket Lab. Transition parfaite. Totalement ridicule. Bref. J'espère que tout va bien pour vous en ce mois de décembre, début décembre. On va arriver le tournoi, on va arriver Noël, on va arriver les cadeaux peut-être. On va arriver plein de choses. Mais bref, l'hebdo vous connaissez. On parle les infos de la semaine, on parle les affiches de la semaine passée. On fait des petits focus, on prend la question des auditeurs et puis on termine sur un quiz. Vous connaissez la formule et donc aujourd'hui, la rotation continue. Aujourd'hui, c'est le retour de Baptiste. Baptiste, Penny Bergkamp sur Twitter, Baptiste du NBA Dreamcast Show, bien entendu. Donc, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, l'hebdomadaire du Basket Lab, semaine numéro 6. Bienvenue dans le Basket Lab. Et donc, on se retrouve pour notre hebdomadaire, l'hebdo du Basket Lab, l'hebdoratoire, et je ne sais plus quel autre nom très intéressant on avait trouvé. J'ai un blanc, mais c'est pas grave. L'hebdo du Basket Lab, vous connaissez. Semaine numéro 6, déjà. Et nous avons le plaisir de retrouver quelqu'un qui est déjà venu, évidemment, qui fait partie de la rotation. Aujourd'hui, c'est le tour de Baptiste. Comment ça va, Baptiste ? Ça va super. Toujours très, très content de passer dans l'hebdo tac-tac-tic, je crois que c'était ça le deuxième nom. C'est ça. L'hebdo tac-tac-tic du gendarme. Non, c'était l'hebdoratoire, moi je me plais beaucoup. Et c'était l'hebdo tactu. Voilà, je m'étais planté un jour, j'étais fatigué, j'avais dit l'hebdo tactu pour tactique et actu. Et finalement, ça sonne assez bien, l'hebdo tactu. Bon bref, ça aussi ça va être un running gag du nom de l'hebdo. L'hebdo, vous connaissez, Baptiste, vous connaissez aussi, bien entendu, habitué du Basket Lab et de l'hebdo, donc Baptiste, @Penny Bergkamp sur Twitter, du NBA Dreamcast Show, le podcast, ton podcast d'ailleurs, et aussi du projet Le Roster, et je crois que vous avez un peu d'actu au niveau du projet Le Roster, puisque vous lancez votre podcast. Ouais, tout à fait. Alors le projet du roster, il y en a beaucoup. Là, il y en a un qui vient de sortir. C'est du coup le podcast qui traite un peu, on va dire, la NBA de façon un peu différente. C'est-à-dire que c'est pas du tout de l'analyse terrain ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus des sujets un peu annexes au basket. Et donc le premier sujet, c'était comment un fan ou un média basket fait pour gérer et suivre le basket, la NBA, avec les affaires un peu macabres qu'on a eu tout au long de l'histoire de la NBA, tout simplement. Donc voilà, et il y aura un peu plein d'autres sujets un peu dans ce genre à côté basket. Donc voilà, ça s'appelle Le Roster, l'émission, si vous voulez retrouver tout ça. Et puis sur le Dreamcast Show, donc ton podcast, le fameux NBA Dreamcast Show, tu as aussi lancé une série, et tu lances plein de séries en ce moment, qui s'appelle Game Time, je crois, la série Game Time. En gros, c'est comment entourer un tel ou un tel, et il y a le premier numéro qui est sorti, c'est ça ? Ouais, le premier épisode est sorti, et je dois m'avouer vaincu, Guillaume. Je dois m'avouer lamentablement vaincu. Pourquoi ? Par Azad 2-1, parce que Azad a gagné 2-1 sur les sondages. Le premier épisode, c'était comment entourer Zion, LaMelo et Jason Tatum, et Azad a gagné en tirant sur la corde sensible, en prenant Marcus Smart autour de Jason Tatum, et donc il a gagné. Ouais, je crois, j'ai vu le sondage sur Twitter, j'ai pas eu besoin de
de savoir qui avait fait quelle équipe pour savoir justement qui avait fait quelle équipe. Quand j'ai vu Marcus Smart et Sam Hauser, j'ai dit ah ok, ça c'est l'équipe d'Azad. Mais voilà, le principe c'est on prend une star et on décide de comment l'entourer avec certaines règles aussi. Hein. C'est pas on a le droit de mettre Giannis, Curry et Jokic autour. Hein, je me doute. Oui, voilà. Sinon ce serait un peu trop simple. C'est pour ajouter un peu de challenge. Bon voilà, Baptiste, vous connaissez le NBA Dreamcast Show, vous connaissez évidemment. L'hebdo aussi, vous commencez à connaître. Semaine numéro 6, déjà. C'est déjà 6 semaines, ça fait flipper comme, comme ça passe vite. Bref, l'hebdo, vous connaissez les news de la semaine. On commence par ça. Les affiches de la semaine, on parle un peu des matchs, des gros matchs qui ont eu lieu la semaine qui s'est écoulée. Notre partie focus, où on fait des petits focus, justement. Aujourd'hui, ça va être un scouting de la semaine, notamment sur notre ami Dyson Daniels. Ça peut être un joueur très intéressant. Les questions des auditeurs, évidemment. Et puis, l'agenda pour la semaine suivante. On vous dit quelles sont les grosses affiches à suivre la semaine suivante. Sachant que là, ça va être très spécial. Vous allez voir, puisque ça va être la semaine finale du tournoi. On va vous expliquer ça tout à l'heure. Et puis le quiz pour finir, puisque actuellement tu es deuxième à la race, deuxième sur 3, alors que tu as fait un quiz de moins que avec un que match FD. en moins. C'est ça, ouais. Tu es à égalité avec FD, alors que tu as un match en moins. Et FD, c'est ouais, je sais pas s'il me fait une caméra cachée ou pas, mais il y a un top level avec FD. Bref, on verra tout ça pour le quiz à la fin. Eh bien, si tu es prêt, on peut attaquer, Baptiste. Eh bien, c'est parti. Allons-y. Eh bien, c'est parti. Donc, les news de la semaine. On commence toujours par ça, évidemment. Notre ami Jalen Johnson, dont on avait parlé il y a quelques temps, le jeune ailier fort des Hawks, s'est blessé. On commence toujours un peu par ça, par les blessures, malheureusement, mais entre 4 et 6 semaines pour Jalen Johnson. Un peu dommage, tant qu'on est dans les blessures aussi. LaMelo Ball qui s'est blessé à la cheville, je crois assez sérieusement, non Alors ouais, il s'est blessé. On a attaqué la semaine avec directement 2 coups de massue, Jalen Johnson et LaMelo Ball qui se blesse. Et LaMelo Ball n'arrivait pas à marcher en sortant du terrain, donc on pouvait être assez inquiet. Mais finalement, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il n'y a pas de fracture et que du coup, ce serait pour plusieurs semaines, donc ce qui est quand même un petit temps. Et donc finalement il n'y a pas de fracture, donc quelque part il y a une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle, quoi, quelque part. Ouais. Je crois que c'est en fait s'il est blessé à la cheville qui avait été opéré la saison dernière, donc c'est là-dessus qu'il y avait une crainte aussi. Gary Payton aussi, je crois absent indéfiniment du côté des Warriors, un peu à noter. Laissons les blessures de côté pour les news de cette semaine. Une autre news, je sais pas si toi ça te parle puisque t'es quand même un peu plus jeune que moi. La retraite de Terrence Ross, est-ce que ça te parle, Terrence Ross? Un peu quand même, un peu, mais c'est vrai qu'il est un peu oublié aussi depuis un petit moment, mais ouais, j'ai des souvenirs, on va dire pas forcément très marquants, mais je crois que si je dis pas de bêtises, qu'il avait fait un concours de dunk, gagné un concours de dunk. C'est peut-être ça. Enfin, tu parles à la mauvaise personne là. C'était un souvenir de vraiment quand j'ai commencé la NBA de Terrence Ross qui est au concours de dunk, donc peut-être que je dis n'importe quoi, mais voilà. Non, c'est juste que moi je suis pas trop ça, tous ces trucs de concours de dunk, mais en effet t'as plus connu le vétéran, parce qu'en plus il est assez jeune, hein, je crois, encore toujours assez jeune, draft 2012, donc il y a à peine 10 ans il était assez jeune, donc il doit avoir 32, 33, 34, pas plus aujourd'hui. Mais toi t'as plutôt connu le role player de fin de carrière un peu anecdotique, et t'as pas connu la hype à l'époque de Terrence Ross qui est choisi dans le top 10 de la draft à l'époque, donc en 2012, l'année de Andre Drummond, de Lillard, de Anthony Davis, etc. Et ouais, c'est vrai que on va dire que la théorie a toujours été fantastique avec Terrence Ross, c'est-à-dire un explosivité d'ultra élite avec du shoot. Tiens, ça me fait penser à quelqu'un, peut-être Zach LaVine du côté de Chicago, hein, qui a un peu le même profil, mais non, mais il y a un peu cet aspect de explosivité plus shoot de haut niveau, mais qui a jamais vraiment percé malheureusement. Mais voilà, Terrence Ross à la retraite alors qu'il est finalement assez jeune. Tiens, tant qu'on en parle, Zach LaVine aux Bulls, je ne sais pas si tu as suivi. Il y a un peu une guerre de communication en ce moment avec, on a entendu que LaVine allait manquer quelques jours, et puis directement après, Wojnarowski qui annonce que mais finalement il n'y a pas de marché pour Zach LaVine, ce qui est donc un peu a priori une info du front office des Bulls. On a l'impression que le divorce est consommé. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que sa blessure, bon, elle est très légère, voire fake ou inexistante. Et oui, bah t'as très bien expliqué la situation sur Twitter. Il y a un peu une guerre de
de force entre les GM, les Bulls et aussi et le joueur tout simplement. Et les Bulls essayent. Je pense que les Bulls ont tout intérêt à faire sortir ce genre d'infos pour faire monter sa cote, on va dire, tout simplement. Mais bon, moi, ça m'étonnerait quand même qu'il y ait pas d'offre pour Zach LaVine. Par exemple, en tant que supporter des Knicks, je trouve ça surprenant que les Knicks ne soient pas dessus. Je parle pas forcément que j'aimerais, mais d'un point de vue historique, dès qu'il y a une superstar, il y a au moins une rumeur des Knicks, quoi. Il y a au moins une rumeur des Knicks, donc un peu surprenant qu'il y ait pas de marché pour Zach LaVine. Après, en effet, c'est vrai qu'il y a le problème, c'est qu'il est payé pas assez cher. Mais bon, c'est pas non plus un genre un supermax dont personne ne veut, qui est impossible à bouger, quoi. C'est cher, c'est 40 millions et en plus ça va de plus en plus. Mais bon, c'est quand même un joueur intéressant aussi, quoi. Donc j'ai du mal à penser qu'il y a vraiment pas de marché. Je pense qu'on est vraiment sur, encore une fois, une guerre de communication. Donc bon, voilà, on va pas trop s'attarder dessus, mais a priori, on se dirige vers la fin de Zach LaVine aux Bulls, je pense. Autre news un peu marquante aussi. T'as peut-être pas forcément de réaction, mais Mark Cuban a vendu les Dallas Mavericks. Il a vendu ses parts. C'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est pas rien, parce que bon, il y a une clause comme quoi Mark Cuban reste un peu en charge des opérations basket et du sportif. Mais bon, on sait aussi que dans ces cas-là, quand la fameuse clause de non mais je vends, je vends mes parts, donc je suis plus le chef financier, mais je suis le chef quand même. En général, ça dure pas, quoi. Et bon, là, je pense un peu à l'Olympique Lyonnais, mais il y en a pas mal d'exemples comme ça, quoi. Ouais, bah je pense oui, l'Olympique Lyonnais c'est un peu parlant de ce qui peut arriver de plus catastrophique, on va dire, dans ce genre de situation. Mais c'est vrai que à titre perso, je sais pas trop quoi en penser en fait. Je sais pas trop ce qui va se passer, et ce que ça implique non plus. Donc c'est peut-être le fait que Mark Cuban aussi veut se lancer dans la politique. On a lu ça aussi, ça peut vouloir dire ça aussi. Je sais pas. Mais en plus dans la même semaine, alors pardon pour la référence, mais Mark Cuban a aussi annoncé 2 jours avant la vente qu'il quittait Shark Tank. Je sais pas si tu connais, mais qui est une émission américaine extrêmement connue. Où d'ailleurs elle est adaptée en France, c'est qui veut être mon associé, un truc comme ça. En gros, c'est des millionnaires qui écoutent le projet d'entreprise, d'entrepreneuriat de certains mecs et ils décident s'ils investissent ou pas. Mais bref, donc c'était Mark Cuban, une vraie personnalité publique aux États-Unis et tout, et pilier de cette émission et en 2 jours, il a annoncé qu'il quittait ça et et il vendait ses parts de Dallas. Donc je pense qu'il y a anguille sous roche, à mon avis, là-dessus. Donc, à suivre la situation des Mavs. Bref, passons. Tiens, pas forcément rebondir dessus, mais tout de même, c'est dans l'actu. Mais l'affaire Josh Giddey, évidemment, avec une enquête de la police maintenant. Bon, on va pas non plus s'attarder là-dessus, mais effectivement, c'est aussi un cas où il pourrait y avoir des répercussions sportives assez grandes pour Josh Giddey. Pour l'instant, il se passe rien, mais on attend. Et puis, tiens, un peu plus léger, les Spurs vont organiser un Hall of Fame game pour Tony Parker, si ça t'intéresse. Ce sera le 17 décembre, voilà, Baptiste, un Hall of Fame game pour Tony Parker. D'accord. Et puis l'info, ce que j'ai appelé l'info Azad, puisque Azad adore les infos, je suis ironique, hein, Azad adore les infos dans ton sou. L'info Azad, Baptiste, c'est que Darius Garland rejoint New Balance. Voilà, c'est fantastique comme info. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que tu avais mentionné à l'époque que D'Aaron Fox avait rejoint Under Armour ou pas? Non. J'avais pas encore fait cette chronique de l'info Azad dont tout le monde se fout. Mais voilà, on passe le coco à Azad qui doit se régaler en écoutant toutes ces news. Il adore cette rubrique des news. Mais bref, donc voilà pour les infos principales de la semaine tout de même. Et donc notre hebdo, on peut passer aux affiches de la semaine et on a eu quelques matchs intéressants cette semaine notamment. Et je crois que je peux te lancer directement sur notamment un Minnesota OKC en milieu de semaine qui a été très intéressant. Ouais. C'était, je pense, un des matchs que j'attendais le plus depuis ce début de saison, parce qu'on commence quand même, à rentrer dans une période où le début de saison est un peu significatif. Il y a des vraies tendances qui commencent à se dégager, etc. Et donc, on t'en parle beaucoup sur l'hebdo ou même un peu partout, mais ce fameux rôle de roamer défensivement de Rudy Gobert, je trouvais
que ça allait être intéressant en fait de voir tout simplement quel match-up il allait avoir face au Thunder, parce que le Thunder est une équipe qui joue beaucoup qui joue une grande variété en fait de pick and roll, c'est-à-dire que tout le monde peut jouer le pick and roll. On a vu Chet Holmgren jouer des pick and roll, donc donc c'est pas facile pour lui parce que un peu face à n'importe qui, il aurait pu être mis en tant que comment dire, défenseur du porteur de balle du pick and roll. Et d'un autre côté, le roamer est censé pouvoir aller proche du cercle et donc le mettre sur Chet Holmgren aurait été un peu aussi contre-intuitif parce que Chet Holmgren il shoot, je sais pas, j'ai pas les stats, mais il shoot très très bien depuis le début de saison. Je pense que ça doit être au moins 40% à 3 points. Tu veux dire, il y a un côté où la défense de Minnesota aime bien laisser Gobert dans un rôle de safety un peu libre, Ouais. et donc ne pas être impliqué sur l'action du pick and roll. Sauf que le problème, c'est qu'en face, ici, ils peuvent jouer des pick and roll avec absolument n'importe qui. Donc, donc il y avait un peu cette problématique de n'importe où tu mets Gobert, son défenseur peut venir jouer le pick and roll et l'impliquer sur l'action, ce que ne veut pas Minnesota en fait. C'est ça, tout à fait ça. Et donc je trouvais ça particulièrement intéressant de savoir sur qui allait être Gobert. Que ce soit guidé peut-être parce que c'est sans doute le moins bon shooter. Et finalement, ça a été Chet Holmgren. Donc, il a commencé sur Chet Holmgren. Et il a quand même joué le rôle de roamer à fond. C'est-à-dire qu'il a laissé beaucoup de Chet Holmgren à 3 points. Et Chet Holmgren, je crois, au début du match, tente vraiment beaucoup de 3 points. Je crois qu'il en tente 4 ou 5 dans le premier quart-temps, avec pas beaucoup de réussite. Et en fait, bon... Et évidemment, ça joue le fait que Chet Holmgren ne rentre pas ses shoots, mais ça a conforté Rudy dans ce rôle de vraiment safety défensif, comme tu dis, qui protège le cercle. Et Rudy Gobert a vraiment fait un match assez bluffant, Et donc en fait, c'était vraiment assez impressionnant. C'est-à-dire il y a beaucoup de séquences, notamment une au début du match où très tôt dans le match, il y a Josh Giddey qui vient sur une transition coupé au cercle et il conteste le lay-up. Du coup, Josh Giddey ne tente pas le tir. Puis il y a Chet Holmgren qui est dans le corner opposé. Donc Rudy le laisse complètement. Donc Chet est complètement seul. Donc on est vraiment dans ce rôle de safety. Et finalement, ça finit par un cut de Jalen Williams qui monte au dunk et Rudy le contre tout simplement. Donc vraiment, on était à fond là-dedans et ça peut être un peu surprenant. Donc ensuite, on a essayé vraiment d'impliquer au maximum Chet dans les pics pour faire du pick and pop et pas seulement avoir Chet en spacer côté opposé. Et finalement, Rudy a vraiment excellemment défendu, vraiment sur du drop assez classique. Il montait pas forcément sur Chet, mais en fait, avec la navigation d'écran d'un Nickeil Alexander-Walker que j'ai aussi trouvé super intéressant, ou même d'un Anthony Edwards par séquence, et ben ça permet à Rudy de jouer ce drop et Rudy il excelle là-dedans. Et puis en deuxième mi-temps, on a eu pour vraiment malgré tout en fait, Rudy sortait un peu sur Chet au fur et à mesure, et donc on voulait vraiment remettre Rudy encore plus au centre, et donc on a fait une zone du côté des Wolves. On a fait une zone pour garder Rudy au centre, une zone un peu en fer à cheval, tu vois. Donc pour garder Rudy au centre. Et là, la réponse du Thunder à ça a été de faire un 5 en spacing, avec vraiment énormément de spacing. Il y a Isaiah Joe, il y a Wiggins sur le terrain, il y a vraiment beaucoup de shooters. Et donc en fait, en ayant du mouvement de balle, en fait, vu qu'il y a 5 joueurs à la périphérie côté Thunder et que 4 côté Wolves, et forcément ça crée un shoot ouvert si tu fais bien bouger le ballon. Donc c'était vraiment très intéressant ça. Et finalement, les Wolves sont restés là-dedans, ont changé ne sont pas restés là-dedans, ont changé cette zone et sont repassés sur un drop assez classique. Et la fin de match de Rudy Gobert, elle est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il terrorise complètement Chet Holmgren. Il va plus franchement sur les close-out, c'est-à-dire que vraiment il monte beaucoup plus sur Chet, mais en même temps il a la mobilité pour recover, j'ai pas le mot français, mais recover on va dire. Pour revenir en position. Voilà, il y a une séquence qui a fait un peu, qui a tourné où il va au close-out, du coup Chet attaque ce close-out, finalement il tente un bras roulé, Rudy le contre, il y a rebond offensif, ça revient sur Chet et Rudy va le contester. Il est obligé de ressortir et je crois que ça finit aussi par un contre de Rudy. Donc Rudy vraiment limite contre 3 fois Chet sur la même action. Et donc voilà, donc c'était super intéressant de voir comment les Wolves ont un peu manœuvré pour garder Rudy au centre de cette raquette tout simplement. Et ils ont réussi puisqu'ils ont gagné ce match.
et c'était vraiment un super match des deux côtés, j'ai trouvé. Donc voilà, les Wolves qui continuent d'impressionner un peu par cette défense et par des ajustements défensifs pour garder à tout prix Rudy au centre des débats. Un truc que j'avais pas mal aimé sur ce match, c'est que justement, OKC avait un peu quelques 2-3 systèmes pour essayer de contrer ce côté safety et en fait de les prendre par surprise. Et notamment, je pense il y a un système en tout début de match où en fait on n'utilise pas forcément SGA en tant que porteur de balle sur un pick and roll un peu classique, parce que dans ces situations-là, Gobert le voit, même s'il est pas sur l'action, il est côté faible, il est côté fort, enfin bref, il voit le pick and roll en train de se mettre en place, il commence un peu à dézonner, et donc il commence un peu à venir boucher l'espace, et donc le genre de petit système qu'ils ont essayé plusieurs fois dans le match, notamment en première mi-temps, c'était en fait de faire des cuts, de faire des cuts à SGA, et comme ça, il y a un peu cet élément de surprise où, Gobert a un peu cette mission d'abandonner son propre attaquant, Chet Holmgren, pour venir défendre la peinture, mais il va pas le faire de manière trop ouverte non plus. Il le fait quand il voit qu'il y a une action qui est en train de se mettre en place, il y a un pick and roll qui est en train d'arriver, là oui, je commence un peu à dézonner pour m'apprêter à aider. Mais là, sur des cuts où SGA abandonnait la balle, il prenait un cut, un écran dans un sens puis dans l'autre, puis il coupe au panier, bah là du coup Gobert est un peu pris par surprise quoi. Gobert ne va pas abandonner complètement dès le début de l'action pour zoner autour du panier. Il y a quand même un certain niveau de respectabilité. Il est prêt à abandonner, mais il va pas non plus dézoner toute la possession quoi. Et donc il y avait ce genre de petits systèmes que je trouve ont été plutôt pas mal et qui ont été répétés d'ailleurs, même pas que avec Gobert, ils l'ont fait aussi avec Nasrid sur le terrain et pareil. Nasrid a été pris par surprise par ce genre de coupe un peu fait par OKC où bah oui en fait tu utilises pas sur une isolation ou sur un pick and roll SGA, tu le fais un peu couper sans ballon et ça marche du coup, ça vient un peu annihiler cet effet là et de l'autre côté aussi c'est vrai qu'il y a pas mal de systèmes où tu vois il y avait des pick and roll un peu classique, mais on sentait que le but d'OKC c'était pas vraiment de jouer le pick and roll, c'était juste Chet, tu viens poser l'écran et vite en fait tu roules non pas au panier mais au pick and pop en fait. Et comme ça tu t'essayes d'étirer la défense le plus possible dans la verticalité et t'essaies de faire un peu douter Gobert quoi. Si Gobert doit monter à 3 points au pick and pop en tête de raquette, bah il peut pas être en bas de la raquette autour du panier quoi. Il y a pas mal de fois où ils ont fait ça pour essayer d'éloigner du panier Gobert. Sauf que Gobert, au bout d'un moment, il a quand même compris. Et j'ai une action en tête, notamment, où justement, en retour de temps mort, ici refait un pick and roll comme ça entre SGA et Chet Holmgren. Et Gobert, il a compris, quoi. Il dit non, mais les gars, ça fait 5 minutes que vous faites des pick and roll où en fait, le but, c'est pas vraiment de poser un vrai écran. C'est pas vraiment de créer un décalage pour Shai, où c'est juste Chet qui va ensuite s'écarter à pick and pop. Et du coup, il se tient prêt, il lit l'action, il anticipe et effectivement, il saute sur les lignes de passe et il intercepte la balle complètement et il part même au dunk. Je crois que ça fait un Rudy Gobert en mode tu t'en souviens de cette action et voilà c'est le genre de petits détails que c'est là aussi qu'on reconnaît les grands joueurs quoi. C'est quand les mecs sont un peu aussi capables dans le moment de décrypter le plan de jeu adverse et de s'adapter concrètement, parce que là au bout d'un moment le mec on était qu'au premier quart-temps, mais c'était déjà 5-6 possessions où OKC faisait ce genre de faux pick and roll où le but c'est pas vraiment de poser un vrai écran. Bon, au bout d'un moment, Gobert, il a dit non, mais là, vous allez pas m'avoir, quoi. J'ai compris. Et dès que la passe est faite, je saute dessus, quoi. Ouais, c'était presque caricatural où Chet posait même pas d'écran, c'était presque des ghost screens, quoi. Ouais. Des écrans fantômes. où il pop pas 3 points. Et oui, voilà, il y a Gobert qui, au bout d'un moment, comprend et coupe cette ligne de passe. Et il y a aussi eu des séquences, notamment, fin du deuxième quart-temps où, malgré que Chet soit à 1 sur 5 ou quelque chose comme ça, vu qu'il continue à prendre ses tirs, on décide de passer Rudy. Je crois que c'est sur Jalen Williams ou Lugensdort. Donc vraiment un peu ce qu'on pouvait attendre au début dans ce rôle de roamer. Et sinon un autre truc qui était assez intéressant, je trouve, un peu moins analyste, mais le mimétisme entre Nickel Alexander-Walker et Shai Gilgeous-Alexander était assez perturbant par séquence, franchement. D'un point de vue gestuel, tu veux dire? Ouais, enfin, ils ont vraiment le même gabarit, ils ont beaucoup de choses en commun, je trouve. Et donc c'était assez perturbant en fait, tout simplement. Ils sont cousins, rappelons-le pour ceux qui le savent pas. C'est pour ça que tu parles de ces ressemblances. Mais non, mais effectivement. Et alors, si je peux te poser une question, qu'est-ce que tu penses de l'attaque des Timberwolves? Parce qu'on parle beaucoup de leur défense. Moi, sur ce début de saison, je trouve que c'était pas mal, mais on n'était pas, tu vois. Si clairement Minnesota avait une attaque d'élite, on est sur un candidat au titre très sérieux, voire même parmi les 3 ou 4 favoris. Qu'est-ce que tu penses pour l'instant de l'attaque des Wolves?
Il y a quand même des choses que j'aime bien, notamment l'alternance qu'ils peuvent avoir avec des 5 en 5 out avec Karl Anthony Towns qui passe en pivot. C'est vrai qu'offensivement, bon bah là tu sens clairement le plus. En fait, le problème qui est assez flagrant, je trouve, c'est que sur demi-terrain, j'ai pas les stats, hein, mais sur demi-terrain, il y a un clair manque de créateur principal. Hein. Je trouve qu'Anthony Ouais. Edwards, bon, c'est un autre débat. J'ai vu que Trevor Ariza a dit qu'Anthony Edwards était le meilleur joueur du monde en ce moment. Mais je trouve qu'il y a un petit, voire un gros manque de création. Malgré tout, il y a vraiment des très belles séquences où j'aime bien, pardon. Que ce soit avec du pick and pop pour Towns ou pour Reed, ou du pick and roll un peu classique où ça crée un décalage. Et après, en fait, il y a beaucoup de joueurs des connecteurs vraiment que je trouve vraiment très bons. C'est-à-dire, je me souviens du match face aux Knicks du coup de la semaine dernière où Oui. Karl Anthony Towns a fait un match de connecteurs assez incroyable où il libère la balle très vite et il crée beaucoup de tirs ouverts, notamment des tirs dans le corner. Et ça, c'est assez incroyable. Il y a Kyle Anderson qui est qui est peut-être le connecteur ultime, quoi. Il y a même Nasrid est assez intéressant. Mike Conley peut jouer ce rôle. Nickel Alexander Walker commence à rentrer ses tirs. Encore une fois, j'ai pas les stats, mais c'est une impression visuelle. Donc il y a beaucoup de connecteurs, mais ça manque, je trouve, de ce premier décalage sur demi-terrain, oui. Donc ça, c'est un vrai problème sur demi-terrain. Malgré tout, je trouve que leur défense est tellement en place que ça leur offre aussi beaucoup de possibilités de transition qui sont des paniers faciles un peu, hein. Sur un peu, bah voilà, si tu arrêtes l'attaque et que tu peux repartir tout de suite, c'est des paniers beaucoup plus simples que des paniers ou que des possessions où tu repars de ton camp. Donc je dirais que je suis d'accord qu'il y a un manque offensif quand même, mais il y a quand même des choses très très intéressantes, je trouve. Ouais. Mais alors, je crois que dans les positifs, il y a tout de même le fait que je trouve Anthony Edwards, Karl Anthony Towns, pardon, je trouve Karl Anthony Towns mieux utilisé. Ouais. Et pas mal utilisé, et justement pas que depuis des situations un peu statiques. Il est un peu plus mis dans le flow du jeu, et tu vois, là, je pense notamment à un pick and roll assez sympathique, bah, dans ce même match d'ailleurs, je crois. Un pick and roll classique à 2 écrans, et les 2 écrans c'est Karl Anthony Towns et Gobert. Et en fait, après avoir posé son propre écran, Karl Anthony Towns reçoit un autre écran de la part de Rudy Gobert. Ouais. Et en fait, ça se transforme en une espèce de pick and roll entre les deux gros, quoi. Entre Towns qui s'écarte pour recevoir le ballon, et puis Gobert qui ensuite replonge au panier. Ça fait une espèce de 2 contre 2. Je trouve qu'il il est un peu plus inscrit dans le fond de jeu collectif. Comme tu dis, l'effectif est très très bon en termes de supporting cast, de fluidité du jeu, etc. Mais ouais, pour moi, il manque encore ce gros créateur de décalage que peut être par séquence Anthony Edwards, qui fait, enfin, pareil, hein, sur ce match-là contre Casey, moi, il y a des séquences, je me suis dit, mais c'est incroyable, quoi. Le niveau de qualité de création, les flashs de passing, le mec, il fait tout à une défense, il va sous le panier, et il y a 4 joueurs qui viennent sur lui, il ressort, et c'est même pas lui qui a l'assist, en plus, hein, parce qu'il fait la passe, et ensuite, il y a 2 extra passes, et il y a un tir ouvert. Voilà, c'est génial, mais c'est pas toujours là, quoi. C'est pas toujours là. Je pense qu'on n'est pas encore, en termes de fréquence de ces bonnes actions versus un peu plus moyenne, on n'est pas encore là où on voudrait qu'il soit. Mais voilà, en tout cas, à surveiller à quel point l'attaque de Minnesota peut être bonne, parce que ça peut être un bon point de bascule, je pense, Clairement. pour le sort de cette équipe. Je peux te lancer sur le New York Phoenix aussi, je crois que tu as vu, et qui était un match assez intéressant. Oui. Alors la défense des Knicks, comme d'habitude, ultra agressive. Ça en mériterait presque un épisode entier, mais je vais essayer de rester calme parce que je vais devoir parler de Julius Randle, Guillaume. Donc je vais essayer de rester calme. Mais non, en fait, le premier truc qui est assez intéressant avec ce match, c'est que déjà il y a pas Kevin Durant côté Phoenix, ni Bradley Beal. Oui, ça c'est intéressant quand t'es fan des Knicks comme toi. Voilà, donc tu te dis voilà, c'est une victoire facile. Et puis non, mais non, le premier truc assez frappant qui saute aux yeux et que j'ai retrouvé sur Twitter je sais plus quel compte, un compte des Knicks Film School, je crois, qui fait des threads parfois sur les matchs. En fait, je perds son nom. Eric Gordon, pardon, qui je trouve a une utilisation assez intéressante de deep spacer presque. C'est-à-dire qu'il est à une passe près, mais en fait, il est pas juste derrière la ligne à 3 points, il est 1 ou 2 pas derrière la ligne à 3 points. Ouais. Et en fait, ça rend les close-out très très compliqués, très très compliqués, plus compliqués, parce qu'il y a plus de distance à couvrir tout simplement. Et en fait, c'est assez intéressant parce que c'est quand même une notion qu'on voit pas souvent, qu'il y a pas beaucoup de gens qui
qui en sont capables. Et Eric Gordon est un joueur qui a ce range de tir. Donc j'ai trouvé ça, c'était le premier truc que j'ai trouvé assez intéressant du côté des Suns. Alors juste pour expliquer, c'est en effet le fait que sur les fameux stunts, donc quelqu'un qui vient aider un peu à boucher l'espace, on va dire que, imaginez, il y a un shooter sur l'aile, son défenseur essaye un peu d'aider sur un drive qui se passe de l'autre côté du terrain. Bon ben, si le mec est juste sur l'aile, c'est facile d'aider et de revenir contester à temps, grosso modo. Alors que là, si tu fais reculer, non pas Eric Gordon depuis l'aile, position classique, mais 1, 2, 3 même, 3 pas derrière cette position, et donc à 3 points, mais encore plus loin, c'est vrai que ce que tu nous dis, c'est que ça rend le stunt et l'aide derrière plus difficile parce qu'il y a beaucoup plus d'espace à couvrir et donc tu peux pas aussi facilement aider puis revenir contester à temps en fait. Ouais, exactement. Bah voilà, c'est très bien résumé. C'est exactement ce que je voulais dire. Mais l'autre truc qui est assez intéressant sur ce match, c'est que les Knicks se sont vraiment fait avoir leur propre jeu, c'est-à-dire le jeu des possessions et le jeu du rebond offensif. Ah. Puisque c'était aussi quelque chose d'assez frappant. Donc je suis allé chercher la stat et en fait les Suns ont eu 48% de rebonds offensifs, ce qui est absolument démentiel, hein. C'est-à-dire que presque un tir sur 2 raté. Les Suns avaient le rebond offensif et ça s'est vu très tôt. Ouais. Ça s'est vu très tôt. Il y a Josh Okogie qui prend le rebond et c'était vraiment une consigne de Frank Vogel et du coaching staff, je pense, pour s'adapter un peu à ça. Oui. Et c'est vrai aussi que face à la défense des Knicks qui est en fait très agressive, par exemple, ça marche très bien. Ça marche très bien parce que vu qu'il y a beaucoup d'aide, il y a forcément un peu moins de présence au rebond. Et donc ça c'était assez intéressant du côté des Suns. Après, il y a plein de choses qu'on pourrait dire, notamment la progression à la passe de Devin Booker. Je trouve qu'en termes de patience, c'est intéressant parce que les Knicks sont quand même bien bouchés, je trouve. Ils faisaient du edge, hein, classique, on va dire classique face à un porteur de balle dominant, on va dire. Et donc normalement, ce qui devrait être la chose suivante, c'est l'espèce de pocket pass pour le short roll de Jusuf Nurkic. Et ça, ils ont vraiment bien défendu. Les Knicks, et je trouve que Booker a montré énormément de patience pour trouver des passes un peu plus des lectures plus avancées tout simplement, et je trouve que c'est vraiment révélateur des progrès de Devin Booker depuis je sais pas, 1 an, 2 ans, peut-être 2 semaines. En fait, j'ai l'impression qu'il s'arrête vraiment il s'arrête jamais de progresser, donc c'est assez intéressant. Et puis après, un dernier truc qui est un peu plus triste, c'est vraiment que Julius Randle est vraiment quelqu'un de très frustrant. Il y a une séquence que j'ai en tête mais même plusieurs en fait, où en fait les Tom Thibodeau appellent une attaque en horns. Donc une attaque en horns, c'est un pick and roll très haut avec du coup Mitchell Robinson et Julius Randle qui viennent poser un écran chacun d'un côté du porteur de balle, et les 2 autres joueurs sont dans les corners en théorie. Qui est un grand classique de l'attaque des Knicks, hein, cette saison, le fameux une option d'un côté, une option de l'autre, un pick and roll très haut pour Brunson, et en général, il part toujours à droite. Oui, il part toujours à droite, et là, justement, sur les 2-3 séquences que j'ai en tête, il part à droite parce qu'en fait, Julius Randle met juste trop de temps à arriver pour poser son écran. C'est-à-dire que, du coup, l'intérêt d'avoir ce système, c'est que les 2 écrans arrivent en même temps et que ta défense est un peu perdue parce qu'il y a de la confusion, on sait pas ce qui va se passer. Sauf qu'en fait, là, vu que Julius Randle arrive 2-3 secondes après tout le monde, et en fait, Jalen Brunson a quelque part déjà joué son pick avec Mitchell Robinson, et donc ça rend le système un peu moins efficace, quoi, j'ai envie de dire. Ouais. Et c'est pas un système autre où par exemple le Thunder a ça, où en fait le pick and roll démarre et il y a un joueur dans la raquette, tu sais, et le joueur dans la raquette sort de la raquette. Là, c'est vraiment pas ça du tout. On voit que Thibodeau et Mitchell Robinson appellent le système en horns et appellent Julius Randle, et Julius Randle a juste trop de temps à arriver. Donc voilà, c'est des choses qui sont un peu frustrantes du côté des Knicks et qui ont fait que les Suns ont réussi à s'accrocher. Même ils ont dominé la première mi-temps, et ils ont dominé. Si Emmanuel Quickley ne fait pas une fin de match assez dingue, les Suns l'emportent avant, j'ai envie de dire. Et puis finalement, il y a ce shoot de Booker. Je sais pas si t'as quelque chose à dire sur ce shoot de Booker. Je sais qu'on on m'a posé la question sur est-ce que c'est une bonne défense de la part des Knicks. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce niveau de défense? Moi, je trouve que c'est... En fait, vu qu'il y a égalité, je trouve que vu que, en fait, Devin Booker attaque le défenseur de Julius Randle sur un end-off,
Et en fait, Julius Randle est très très bas sur la défense, mais en fait, c'est parce qu'il y a égalité, je pense, et qui veut contester le drive. Donc en fait, moi, j'ai pas vraiment de soucis en fait avec cette défense, quoi. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la Communix qui étaient en mode bon, bah Julius Randle, encore une fois, voilà, il est pas présent sur le contest, sur le close-out, etc. Mais j'avais un peu un avis contraire, donc. Bah, c'est le biais du il s'est pas passé ça, quoi. Donc on sait pas ce qui se serait passé si par exemple Randle serait monté plus haut et d'un coup ça aurait libéré une ligne de drive beaucoup plus facile pour Booker qui l'aurait attaqué. Si Randle est plus haut, il est plus vulnérable. Mais ouais, je te rejoins sur le fait que vu que le score est à égalité, c'est un peu compliqué quand même, quoi. Il suffit juste qu'il y ait un tir à 2 points proche du panier ou dans la mi-distance pour faire la différence, en fait. Je sais plus quel match on a eu comme ça, une situation où ça te parle pas, ça, cette saison, un match à -3 où il n'y a pas faute, je sais plus, bref. Sans doute les auditeurs l'auront. Je l'ai pas, pardon. Non, mais en début de saison, il y a eu un match où comme ça, il y a eu égalité parce qu'il y a une défense, bon, bref, c'est pas très grave. Mais non, mais alors, sur cet aspect-là, c'est vrai que le côté jeu des possessions des Suns, on en avait parlé, je crois, dans le tout premier hebdo, pour le coup. Parce qu'en début de saison, en effet, il y avait cet aspect contre la double énorme confrontation contre Golden State, si je dis pas de bêtises, et les Lakers, en tout début de saison. Et ouais, ils avaient fait des chiffres un peu similaires en termes de capacité à produire des rebonds offensifs et donc des deuxièmes opportunités. Et c'est vrai que le rebond offensif est parfois un peu une bonne béquille pour un manque de talent, c'est-à-dire bah tu sais que tu vas avoir une attaque un peu mauvaise, tu vas manquer des tirs, donc t'envoies plein de monde au rebond offensif et finalement ça va te permettre d'avoir des opportunités en plus, quoi. C'est un peu comme ça que c'est utilisé aussi parfois. Bah d'ailleurs les Knicks aussi, les Knicks eux-mêmes. C'est pour ça que tu disais les Knicks se sont fait avoir à leur propre jeu parce que c'est ce qu'ils font aussi. Ils sont pas forcément hyper bons sur le demi-terrain l'an dernier, mais par contre ils compensaient, ils augmentaient le total de points en allant chercher des deuxièmes opportunités et voilà, c'est vrai que bon, il y a le problème que j'ai avec ces Suns, c'est que je sais pas quand est-ce qu'on aura la vraie version pour cette équipe, quoi, parce que il y a toujours quelqu'un qui manque, notamment Bradley Beal. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué de juger parce que pour l'instant, c'est un peu comme si on avait seulement une partie du salary cap qui était en train de jouer, quoi. Donc on a une équipe avec qui doit affronter des rosters à 110 millions de budget et qui eux ils sont à 60. Et voilà, quand t'as les 90 millions de Booker et de KD et Bradley Beal qui jouent pas, c'est un peu frustrant. Bah ouais, c'est ça. Un peu frustrant. C'est un peu dommage. Je ne sais pas s'il était cette semaine d'ailleurs, ou peut-être en fin de semaine dernière, mais bref, le match contre des Knicks contre Miami d'ailleurs, je sais pas si tu l'avais vu. Mais moi, je l'avais trouvé assez intéressant. Je le trouve assez intéressant pour Julius Randle notamment, parce que mine de rien, je suis pas fan du joueur, mais il y a quand même des situations où son profil est assez cool. Et notamment, je sais pas toi ce que t'en penses, le fan des Knicks, mais le passing de Julius Randle est quand même très intéressant. Le problème, c'est que quand il n'y a pas les défenses qui se resserrent autour de lui, il va chercher à scorer. Donc ça, c'est le problème, c'est quand il tente de scorer. Mais tu vois, il y a plein de situations où, contre Boston, je me souviens, il y a 2 semaines, face à une défense qui switch, il y avait des mismatchs à attaquer, il les attaquait, c'était bien. Contre le Heat qui apportait beaucoup, souvent des prises à 2 ou des défenses un peu agressives, le passing de Julius Randle faisait la différence. Il faisait une skip pass vers le corner opposé. Il libérait plein d'espace en tirant profit de ça. En fait, le problème de Randle, c'est quand, c'est quand il est forcé de scorer, quoi. Ouais, oui. Non, mais en plus, c'est vraiment quelque chose de pas nouveau, quoi. Le passing de Randle qui est ultra intéressant. L'année, moi, je me souviens que l'année où il est MIP. 2021. Ouais, elle est, enfin, c'est vraiment, il y a des lectures super impressionnantes, quoi. À ce moment-là, j'avais un peu redécouvert le joueur, quoi. Et oui, le profil est super. Et même cette semaine, contre les Pistons, il fait un match. Bon, c'est les Pistons en face, donc ça vaut ce que ça vaut. Mais il fait un match à la création assez incroyable, quoi. Pour un joueur, en fait, de ce gabarit-là, on est vraiment dans une casse où il y a pas grand monde qui a ce passing game, quoi. Tu as parlé du fait qu'il a joué pas mal contre les Pistons. C'est aussi un des matchs de la semaine dont on voulait parler. C'était le Pistons Wizards Baptiste, n'est-ce pas? Ouais, alors je pense qu'on va pas en parler parce que j'ai vraiment trop de choses à dire. Donc sinon l'hebdo va être trop long, donc on va pas en parler, je pense. Le caniveau Ico de la semaine. Non, on va pas parler de ce match.
Qu'est-ce qu'on avait sur la liste aussi? Oui, je crois que tous les deux, on a vu Houston cette semaine contre Dallas et contre Denver. Je sais pas lequel des deux tu veux aborder en premier. Dallas peut-être? Ouais, alors moi j'ai pas vu le dernier, enfin si je l'ai vu, mais j'ai pas vu la fin de match du dernier contre Denver, donc je l'ai pas vu en entier. J'ai vu en fait moi je rate très peu de matchs de Houston. Alors on me prenait un peu pour un fou au début, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je trouvais assez intrigantes. Et donc il y a eu ce match contre Dallas, on peut en parler. Je sais pas par où commencer en fait. Déjà, c'était, je sais pas si c'était le premier match ou pas, mais on a eu Josh Green starter quand même. Oui. Donc on a eu un 5 avec Kyrie, Luka, Josh Green, Grant Williams et Derek Lively. Et c'était assez intéressant. Mais en fait, j'ai presque, j'ai que ça en tête, mais j'ai presque envie de commencer par Luka Doncic. Je sais pas ce que t'en penses, mais Oui, vas-y. mais qui est assez lunaire parfois de niveau, seul sur son monde. En fait, faut savoir que les Rockets ont des systèmes assez clairement définis défensivement, c'est-à-dire qu'on switch du poste 1 au 5 jusqu'à Sengun, pardon. Et Sengun est plutôt sur du drop assez classique. Et donc en fait, on a eu beaucoup de défenseurs qui ont défendu Luka Doncic, et Luka Doncic quand face à une défense en switch, bah déjà il se régale parce que il peut attaquer qui il veut, donc il peut choisir sa cible, donc que ce soit Van Vliet, que ce soit Jabari Smith, il lui a fait vivre un enfer. Ouais. Mais ce qui est assez intéressant, je trouve, pour un peu dire des choses nouvelles, c'est quand même, on t'en parle assez souvent sur l'hebdo, mais c'est l'utilisation off-ball de Kyrie et de Luka, et je trouve qu'on a eu une utilisation off-ball de Luka assez intéressante, c'est-à-dire qu'il a des sorties d'écran où du coup il se retrouve face à Jabari Smith un peu lancé, et en fait il fait un step back et Jabari Smith pense qu'il va driver, et donc ça, en fait il a un tir ouvert, donc c'est assez génial, je trouve. Et il y a une séquence ou deux que j'ai en tête, je sais pas si tu vois de quoi je parle, je crois que c'est au début du troisième quart, où en fait, et c'est Derek Lively qui a la balle en tête de raquette, et c'est vraiment un système que j'ai trouvé super intéressant. Et en fait, Luka est en poseur d'écran pour Kyrie Irving qui remonte, donc qui remonte et qui va faire un end-off avec Derek Lively. Et donc en fait, ça crée beaucoup de confusion. Et puis en fait, Derek Lively fait la passe à Doncic après, et Kyrie et après Luka Doncic du coup se retrouve avec le défenseur de Kyrie sur lui, vu qu'il a posé l'écran sur Kyrie, qui est Fred VanVleet. Et donc Luka est en position de post-up Fred VanVleet. Ouais. Et donc les Rockets sont obligés de doubler, et Luka Doncic fait une passe derrière la tête ou comme il veut, parce qu'il se fait un peu chier, et il l'envoie à Derek Lively qui a un dunk couvert. Et donc voilà, j'ai trouvé il y avait vraiment beaucoup de systèmes assez intéressants. Et après oui, les Rockets ont aussi essayé de ne plus switch sur certaines séquences, et de mettre Dion Brooks, et au final sur lui, et au final c'était pas tellement mieux, parce que il lui provoque, je crois, 4 fautes très 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 rapidement. Donc voilà, et puis même Luka Doncic, il y a une passe, je t'en parlais en off, mais où il fait un spin move, donc il fait un spin move pour aller au cercle, et en fait il y a l'aide qui descend pendant qu'il fait son spin move, donc techniquement il la voit pas, mais en fait au moment où il va faire le layup, il voit ça, et donc il envoie une no look dans le corner. Je crois que c'est pour Derrick Jones Jr. qui après fait l'extra pass, et Grant Williams fait un airball à 3 points, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, Luka Doncic est assez je crois que je me lasserai jamais de voir jouer ce joueur, tout simplement. Rappelons que Luka Doncic a le Byakugan, évidemment, mais sans l'angle mort. Il est pas comme Neji, lui. Il a même pas l'angle mort. Il voit à 360 degrés. Mais non, effectivement, ce qui est intéressant, comme tu dis, c'est le fameux système là, que tu décrivais, c'est le fait d'essayer d'utiliser Doncic de manière un peu plus variée et de créer des opportunités aussi plus facilement. Parce que plutôt que de dire tu prends la balle et tu vas t'installer au poste bas tout seul, le fait de l'utiliser en poseur d'écran, ça provoque un premier switch parce que c'est assez anodin, et une fois qu'il a le switch qu'il veut, une fois qu'il a Van Vliet, juste il fait 2 pas, il recule, il est au poste bas et il est déjà en position, quoi. Donc ce genre de système, c'est un peu la créativité qui permet de mieux utiliser les joueurs sans forcément révolutionner leur jeu. C'est pas pour complètement changer le jeu de Luka Doncic, c'est juste pour l'amener dans des positions de manière un peu plus simple, un peu plus variée, et essayer de changer un peu, parce que tu vois,
sur cette possession que tu as décrit un peu anodine, bah, comme il y a un switch avec Van Vliet qui est sur lui, qui s'attendait pas à un post-up, bah du coup oui ils ont switché, mais du coup ils font venir aussi une prise à deux parce que parce que c'est un mismatch et ouais du coup le décalage est créé quoi. Et puis j'ai aussi une action en fin de première mi-temps je crois où il y a un peu le classique hein, la chasse au mismatch dans ce genre de situation où il réclame Luka Doncic réclame qu'on lui apporte Alperen Sengun. Donc d'abord il refuse une première fois un écran que voulait opposer Richaun Holmes parce que Richaun Holmes était défendu par Jabari Smith. Bref, et donc dans la confusion il dit non mais amenez-moi Sengun, et en fait il y a une espèce de confusion côté faible et du coup quelqu'un coupe coupe dans le dos des deux défenseurs qui savaient pas lequel devait monter. Bref, donc je trouve que je voulais aussi parler de ces deux confrontations entre Dallas et Denver parce que je trouve que la défense de Dallas de Houston pardon a souffert de deux manières différentes en fait sur ces deux matchs-là, parce que déjà parce qu'ils ont affronté deux des meilleurs attaquants de NBA, mais contre le Dallas, la défense a un peu eu du mal justement face à tous ces switches et le fait que même quand tu fais un switch, Dallas peut l'attaquer. Et contre Denver et Jokic, c'était aussi un peu la même chose, mais le fait est que Denver et Jokic peut attaquer même quand tu switches pas en fait. C'est ça aussi qui est fabuleux, c'est même quand tu essaies de défendre de manière un peu plus traditionnelle, Jokic arrive à trouver des solutions, il arrive en plus, un élément qui est pas assez mis en avant, je trouve, c'est aussi la mobilité de Jokic. Je sais pas ce que t'en penses, mais tu vois, comparé au Jokic qu'on avait encore il y a 4-5 ans, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui bouge beaucoup plus, qui fait des jeux sans ballon, qui fait des sorties d'écran, qui fait des mouvements, tu vois, je pense en une action où il a Sengun sur lui, il fait semblant de réclamer la balle et en fait il fait un cut directement vers le poste bas avec la raquette qui a été libérée. Enfin bref, c'était assez intéressant de voir que, alors malheureusement pour Houston, mais les Rockets avaient souffert un peu défensivement contre deux match-ups très différents et finalement, quand tu dois faire face à deux des meilleurs attaquants au monde, tu peux souffrir de deux manières différentes en fait. C'est ça, mais d'un autre côté, je sais pas ce que t'en penses, mais moi j'ai pas trouvé ça forcément très inquiétant pour Houston. Ouais, voilà. Non mais alors après autre chose aussi à souligner, je sais pas si on en parlera plus tard dans la saison, mais j'aime énormément ce qu'est en train de faire Jabari Smith Junior, je trouve. Oui. Je sais pas toi ce que t'en penses, mais on est vraiment sur quelqu'un qui va pas forcément être un peu comme je sais pas moi, comme un Wembanyama, comme un Evan Mobley par exemple. C'est pas ce profil d'intérieur défensif avec un volume off-ball, protection du panier. Il va être là sur toutes les rotations, etc. Mais par contre, c'est un profil défensif plutôt de polyvalence sur le ballon, polyvalence on-ball. Et ouais, tu vois, rien que sur ces deux match-up là, il a été utilisé sur un nombre de joueurs différents assez grand et c'était assez étonnant de le voir. Il a été sur Jamal Murray sur certaines séquences, il a été sur Luka Doncic, il a switché sur Luka Doncic, il a été utilisé parfois sur Kyrie Irving, sur des joueurs plus gros. Je crois qu'il a fait quelques possessions aussi parfois sur Jokic après certains switches. Enfin, je suis pas hyper fan de son activité sans ballon encore pour le moment, et je suis pas sûr qu'il ait le volume à terme d'un Jaren Jackson ou d'un Evan Mobley. Mais par contre, il a une espèce de polyvalence sur l'homme qui était potentiellement extrêmement intéressante parce qu'il a les qualités physiques et athlétiques, mais qu'elle est là est en train de se concrétiser concrètement, pardon, parce que ouais, il fait les efforts, il a la technique, il acquiert la technique défensive de plus en plus, il fait les efforts avec Udoka qui doit aussi lui faire un pressing hors terrain. Ouais. Et ouais, on est en train d'avoir un défenseur extrêmement polyvalent qui fait énormément de bien à cette défense des Rockets, je trouve. En fait, ce qui est intéressant, c'est que le joueur théorique Jabari Smith a été drafté très haut pour ça, en fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que offensivement aussi, la pratique est vraiment en train de coller à la théorie parce que après une saison un peu compliquée, on est vraiment sur un joueur qui a un shoot presque d'élite pour un joueur intérieur et qui en plus est capable d'avoir un peu des séquences de tough shot maker pour entrer des tirs un peu compliqués sur des fins de possession, etc. Et pareil, ça a ses limites offensivement aussi, c'est-à-dire que c'est pas un passeur incroyable non plus. Mais on est vraiment sur un joueur qui, en fait, je trouve très très rapidement, très très jeune, je sais pas, il doit avoir 20 ans, se retrouve très valuable. Et je trouve ça super intéressant. Et oui, Udoka est en train quand même de faire un taf défensif avec les différents joueurs de Houston assez incroyable, je trouve, avec Alperen Sengun aussi. Alperen Sengun, les progrès défensifs sont aussi assez fabuleux, voire inimaginables, j'ai l'impression. Est-ce qu'on parle de progrès défensif ou est-ce qu'on est sur une continuité de l'an dernier, mais que l'an dernier, personne ne s'en rendait compte?
parce qu'en vrai, vrai, moi l'an dernier, je trouvais déjà qu'il y avait pas mal de séquences de mobilité, de trucs comme ça où bah justement là-dessus c'était pas Jokic quoi. Moi-même Ouais. je fais des comparaisons avec Jokic, mais là-dessus même, tu vois, même l'an dernier dans un Houston qui était mauvais, je trouvais qu'il y avait des fois où bah ouais il bouge bien, il est très athlétique, secrètement très athlétique d'ailleurs. Mais ouais, le matos qui est à disposition de Udoka pour l'instant, tu vois, quand il fait rentrer des line-up avec Jabari Smith, avec Jason Tate, avec Dylan Brooks, avec Tari Eason, tu dis mais Avec Tari Eason, ouais. ah ouais, c'est la folie quoi, c'est du switch partout et derrière ça tient quoi. Ouais, non mais j'adore ces line-up. Je sais qu'au début de saison, il y en avait bah du coup avec Amen Thompson avant qu'il se blesse. Et donc c'était vraiment le paroxysme du switch all quoi. Ouais. C'est-à-dire que enfin ouais, donc c'est vraiment ultra intéressant, je trouve aussi un peu cette polyvalence quelque part. Mais oui, pour en revenir à Sengun, peut-être aussi qu'il a peut-être simplement moins d'espace à boucher que l'année dernière et que du coup ses progrès peuvent se voir un peu plus. Non mais je pense qu'effectivement il est meilleur, mais je veux dire que il a pas acquis une mobilité sortie de nulle part quoi. Il a toujours été, je trouve, un peu plus mobile, mais deux mots, je sais pas si t'as vu les Lakers cette semaine. Moi j'ai vu pas mal les Lakers cette semaine. Pas du tout. J'ai vu contre Cleveland, j'ai vu contre Philadelphie et j'ai même vu contre OKC. J'avais oublié de noter d'ailleurs. Je sais pas trop quoi en penser. Autant la défense, je suis assez confiant sur cette défense là. En plus, bah voilà, ça c'est peut-être un des secrets les mieux gardés de NBA. Je sais pas, en tout cas c'est pas assez mis en avant, mais les Lakers en tant qu'organisation pour faire sortir des joueurs de nulle part, ils sont quand même assez incroyables. Depuis des années et des années, c'est une des meilleures franchises de NBA pour développer des jeunes talents, mine de rien. Mais là encore, on a Max Christie qui était déjà prometteur l'an dernier, mais qui là fait de vraies minutes cette semaine, qui est en train de devenir une espèce de Avery Bradley sorti de nulle part. Austin Reeves évidemment. Donc bref, défensivement, je suis assez confiant. Par contre, c'est vrai qu'en attaque, je me pose un peu plus des questions. La fameuse fessée reçue contre les Sixers, je m'inquiète pas plus que ça parce que dans le lot, et ce qui n'a sans doute pas été assez souligné à mon goût, c'est un peu l'aspect aléatoire de ce match. C'est-à-dire un peu les Sixers qui mettaient tous leurs 3 points en prenant beaucoup de 3 points. De l'autre côté, les Lakers qui mettaient aucun 3 points en ayant tenté pas mal aussi. Bon ben oui, enfin je veux dire, il y a aussi un aspect aléatoire là-dedans quoi. C'était pas juste une correction, une fessée monumentale qui sort de nulle part quoi. C'est pas, il y a pas un tel écart entre les deux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais il y a aussi un écart de réussite au shoot tout simplement. Mais quand même, j'avoue que j'ai quelques inquiétudes parfois pour cette attaque parce que ça manque un peu de création. Ça manque un peu de création et je sais que Darvin Ham a fait un peu le choix pour l'instant de garder dans le 5 de départ D'Angelo Russell et de faire sortir du banc Austin Reeves. Je crois que je sais pas si je préférais l'inverse, mais je trouve que par séquence, ça manque un peu de création avec le ballon, ce que pouvait apporter Austin Reeves. Alors c'est peut-être juste un moyen de décaler les minutes, mais tu vois, si vraiment on a un LeBron James qui en effet, et ça commence à se confirmer, bah, il est vieux et donc il peut plus avoir la main mise sur le jeu comme avant. Bah, c'est vrai que les sources d'attaque sont plus si bonnes que ça, ni si variées que ça, je trouve. Et c'est là-dessus où moi j'aurais préféré de plus en plus responsabiliser un Austin Reeves qui a un peu cette créativité sur pick and roll ou sur des configurations comme ça, ce que n'a pas totalement D'Angelo Russell qui peut apporter le shoot, mais un peu moins de créativité, de dynamisme, balle en main je trouve, notamment sur le passing. Donc voilà, la défense, ok, pas de problème. L'attaque, j'avoue que ouais, ça m'inquiète un peu. Ouais. Alors, j'ai pas regardé récemment les Lakers, mais c'est vrai que sur les premiers matchs, en fait, on a très vite eu cette sensation, pardon, je trouve. C'est-à-dire que LeBron, bah, ça commence. Enfin, parfois c'est un peu frustrant parce que LeBron a toujours ces séquences assez dominantes, je trouve, et il n'est plus utilisé autant qu'avant. Et donc c'est un peu frustrant parce que on a ce souvenir en tête et on se dit mais pourquoi LeBron ne pourrait plus le faire quoi. Mais en fait peut-être juste il ne peut plus le faire physiquement tout simplement et donc ça rend un peu le truc l'attaque un peu bah, limité. Et c'est vrai que le retour de Jared Vanderbilt va pas aller dans le sens d'apporter de la créativité offensive non plus quoi. Non, effectivement, mais bon, moi, j'appelle un peu pour l'instant les Lakers la empty offense. Alors pas empty parce qu'ils sont vides, ils sont nuls, mais parce que 80% de leur position c'est des empty pick and roll, donc des jeux à deux avec personne dans le corner. Et bon,
Ils le font souvent, ça marche un peu, ça marche beaucoup, ça dépend des fois, mais je trouve que ça manque un peu de punch, cette attaque, on va dire. Ça manque de joueurs qui peuvent vraiment faire la différence, apporter vraiment une vraie créativité, donc ça c'est un peu dommage. Mais oui, tu vois, autre cas un peu intéressant, contre Cleveland par exemple, il y a eu une séquence en troisième quart-temps où tu as à la fois LeBron James et Austin Reeves qui jouent ensemble, et donc tu as quelques minutes avec des possessions qui s'enchaînent avec du jeu du pick and roll inversé. C'est-à-dire Austin Reeves qui vient poser des écrans pour LeBron James et qui ensuite joue le fameux short roll, donc plutôt que plonger au panier comme un vrai intérieur, il s'arrête un peu à mi-distance, il reçoit la balle et il exploite le surnombre en fait. Il fait l'extra passe et il fait des lectures de jeu parce qu'il est capable, parce que c'est un passeur, donc il a ce bagage-là que n'ont pas tous les intérieurs. Et voilà, contre Cleveland, tu as ce genre de séquence où ils enchaînent les pick and roll inversés, LeBron James pour Austin Reeves, et ça marche hyper bien. Et j'avoue que c'est ce genre de petite séquence qui me manque un peu pour l'instant. Mais voilà, c'est toujours pareil avec les Lakers. Est-ce qu'il y aura ce roster-là en avril ou en mai? C'est pas sûr non plus, quoi. Oui, voilà. C'est possible qu'il y ait Zach LaVine, quoi. C'est ça que tu dis. C'est possible, en effet, ouais. Ouais. Tu voulais aussi parler je crois, dire deux mots du Kings Clippers? Ouais, alors rapidement, je pense, parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé de match déjà. Mais intéressant parce que c'est une victoire un peu encourageante quelque part pour les Clippers, parce que désormais il y a Russell Westbrook sur le banc. Et j'ai noté quand même quelques petits trucs intéressants. C'est que Russell Westbrook, du coup, déjà il y a beaucoup de moins de minutes Westbrook-Harden, même s'il y en a quelques-unes. Et bizarrement, le spacing va mieux. Donc c'est assez curieux tout ça quand même. Mais non, ce que j'ai bien aimé, c'est que Westbrook se retrouve avec Daniel Theis en fait en intérieur. Et moi Ouais. j'aime beaucoup les minutes des deux ensemble, tout simplement parce que Daniel Theis c'est un joueur qui est capable d'apporter un minimum de spacing ou des jeux à deux ou des choses comme ça, et c'est assez intéressant. Et là en fait la présence de Terrence Mann dans le 5 aussi, je trouve les stabilise un peu dans le sens où même s'il y a pas mal de switch, il y a aussi des séquences où c'est juste le défenseur du point of attack, et ce que n'était pas Harden, ce que n'était pas Westbrook, donc c'est intéressant. Et malgré tout, j'ai aussi noté une petite séquence assez dingue où Malik Monk commence à mettre un ou deux tirs quand il rentre. Le commentateur dit notamment hit check, donc alerte, attention, il est chaud quoi. Et donc Kawhi passe sur Malik Monk en individuel. Comment dire, il y a plus de switch quoi. C'est-à-dire qu'il passe au-dessus des écrans etc. Et Kawhi en fait, il éteint Malik Monk sur 3 séquences de suite. C'est en première mi-temps, je sais plus si c'est premier ou deuxième quart-temps. Je crois que c'est fin du premier quart-temps pour ceux qui veulent aller voir. Mais donc voilà, il y avait quand même des séquences encore de Kawhi sur le ballon, et ça faisait longtemps que j'avais pas vu une séquence comme ça aussi étouffante, où vraiment il le contre, il l'intercepte et il provoque un turnover, je crois. C'est assez intéressant hein, et offensivement, c'est vrai que quand Westbrook est là, du coup avec Harden, il est beaucoup plus utilisé en poseur d'écran, et c'est assez intéressant. Après, je me demande dans quelle mesure, faut pas que je m'enflamme. Parce que certes, les Clippers ont réussi à trouver beaucoup de tirs ouverts avec, comme j'ai dit, du Westbrook en poseur d'écran ou simplement en ayant un meilleur spacing, mais ils ont quand même aussi un peu ce côté aléatoire où ils ont rentré beaucoup de tirs. Je crois qu'ils sont à 50% à 3 points sur le match, donc c'est assez énorme. Mais malgré tout, il y a des choses encourageantes, et ça passe par le fait qu'il y ait moins de minutes avec Harden et Westbrook, et une utilisation de Westbrook, comme je dis, plus intéressante, c'est-à-dire que soit il est en poseur d'écran pendant de courtes séquences, soit vraiment on le met avec un spacing plus intéressant, et des joueurs capables d'être des connecteurs ou d'apporter un peu de mouvement et de dynamisme tout simplement. Et le dernier truc que j'avais noté, qui est un peu court, un peu plus court, c'est deux choses. C'est que De'Aaron Fox commence vraiment à être un scoreur presque implacable, je trouve. Ouais. Et l'autre chose, c'est le rookie, alors j'ai peur de dire mal son nom, Sacha Vezenkov, Oui. qui a une mécanique de tir, je sais pas si il a une des mécaniques de tir les plus rapides de toute la ligue. Euh, et c'est vraiment assez spectaculaire en fait, tout simplement la vitesse qu'il a pour dégainer, et malgré, enfin il y a pas que ça, il y a pas que le shoot, je trouve que c'est un joueur très très intéressant, voilà, dont on parle pas souvent, mais qui mériterait peut-être qu'on développe un autre moment, mais voilà. Donc encourageant pour les Clippers.
Dans quelle mesure c'est juste un biais parce qu'ils ont gagné et qu'ils ont rentré 50% de leurs 3 points, je ne sais pas. Mais voilà, il y a du changement quand même aux Clippers. En parlant de Kawhi et de ça faisait longtemps, je crois que j'ai lu un truc comme quoi c'est la première fois depuis 7 ans qu'il joue autant de matchs d'affilée, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'il là actuellement il est à 18 sur 18 matchs cette saison et ça faisait 7 ans. Donc calculé, on est en 2023. Ouais. Donc ça commence à remonter. Hein, c'est enfin, c'est bien, c'est enfin, on a enfin un Kawhi Leonard qui joue tous les matchs. Donc c'est bien. Est-ce que c'est la règle du load management? Je ne sais pas, puisque d'ailleurs on a eu droit à une magnifique double affiche d'ESPN de vendredi soir complètement gâchée par les blessures et les absences. Donc le Philly Boston, bah non, il n'y avait pas Embiid, il n'y avait pas Maxey. Et c'est quoi? C'est le Phoenix Denver, non? Phoenix Il n'y avait pas Denver. Ouais. il n'y avait pas Booker, pas Jamal Murray. Tu dis, bon, ok, allez. Merci, au revoir. On va aller faire de la couture à la place. Mais non, mais de quoi on parlait? Oui, De'Aaron Fox, oui, effectivement, ça fait partie des points qu'on surveille depuis le début de saison. Je me demande s'il est pas en train de passer un palier. Ouais, c'est à surveiller. Et oui, et c'est aussi pour Daniel Theis. J'avais relevé une action aussi dans mon disque dur qui est marqué Daniel Theis. Et c'est une séquence où il est en défense sur un pick and roll. Larry Nance, c'est contre les Pelicans. Larry Nance lui fait le tient un peu par le bras, donc sur le pick and roll de Ingram, il se retrouve dos à l'action, il se retourne complètement dans le feu de l'action, il saute, il contre le tir au panier, donc déjà il fait un tour sur lui-même et il contre l'action. Super, super beau contre. Et puis l'action d'après, eh bien en fait il attaque un close-out, il fait une feinte de tir à 3 points, le défenseur se jette, il attaque le close-out à la manière d'un vrai extérieur, il dribble, il fait une passe spectaculaire aérienne en se retournant vers le tir opposé. Je me dis ah ouais, voilà, ça c'est Daniel Theis, c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Tous les pivots ne sont pas capables de faire ça, quoi. L'action défensive un peu spectaculaire et puis derrière le côté skills un peu d'extérieur ou de périmètre, de dribbler, de passer en mouvement, etc. J'aime beaucoup cette addition-là de Daniel Theis, qui on rappelle a été ramené là parce que Mason Plumlee s'est blessé relativement gravement. Mais ouais, effectivement, à suivre les Clippers, comme d'habitude, à suivre les Clippers. Ouais. Bref, on peut passer, voilà pour les affiches de la semaine. On peut donc passer à notre partie focus. Et cette semaine, dans nos focus, on n'a pas un thème libre, on n'a pas une stat de la semaine, mais on a un scouting de la semaine. Et tu voulais nous parler de ce cher ami Dyson Daniels. Ouais, c'est cet étrange volatile qui est Dyson Daniels, que j'aime beaucoup. Je sais pas si déjà comme ça t'as un peu d'affect pour lui ou pas. Si, j'adore, ouais. Ah, t'adores. Ah, c'est cool. Qui a été drafté, je crois, en 7e de la draft, 7e position ou 8e position de la draft 2022, qui était en G-League Ignite. Et donc pour faire un peu le scouting, il a des mensurations. C'est un guard qui a des mensurations assez exceptionnelles. Il fait plus de 2 mètres et il est très très tanké. Très très mobile sur ses appuis et en même temps, en fait, il est fort du bas du corps et du haut du corps. C'est assez impressionnant à voir, tout en ayant des bras une envergure assez incroyable aussi. Et Dyson Daniels, par exemple, l'année dernière, on l'a vu défendre. En fait, il a déjà une polyvalence défensive assez exceptionnelle qui a fait sa valeur. C'est-à-dire qu'il peut défendre je crois qu'il l'année dernière, je m'étais noté ça. Voilà, il a défendu Kyrie Irving, il a défendu Devin Booker, il a défendu Luka Doncic, il a défendu LeBron James l'année dernière. Et il les a défendus bien parce que on peut les défendre et mal les défendre, mais il a défendu. Oui, c'est ce que j'allais dire parce que techniquement, André Drummond, il a défendu Joel Embiid, il a défendu Nikola Jokic. Donc c'est bien de préciser, il les a bien défendus, quoi. Il les a très bien défendus. Exactement, il les a très bien défendus. Notamment Devin Booker. Le match sur Devin Booker l'année dernière est assez sensationnel. Et donc Dyson Daniels, c'est ça. Mais c'est pas que ça. C'est aussi un joueur offensivement qui l'année dernière a montré des beaux flashs de connecteurs, tout simplement. C'est un très très bon passeur. Ouais. Allez, un très bon passeur. On va rester là. Mais qui est capable attaquer le close-out, qui est capable de lecture déjà avancée, je trouve. On l'a vu faire des skip passes. Je crois l'année dernière, si je dis pas de bêtises,
Si, c'est ça, voilà, je me suis noté aussi. C'est le match contre Toronto. Le match contre Toronto l'année dernière, il fait 10 assists et c'est vraiment pas que des assists. Enfin, il y a vraiment des passes des lectures assez avancées. Donc c'est assez intéressant. Et le gros problème de Dyson Daniels, c'était qu'il n'arrivait pas à scorer, qu'il était complètement inefficace. C'est toujours le cas, hein, je préfère vous dire, il a pas un shoot qui rentre. Mais qu'est-ce qui est un peu nouveau avec lui, avec Dyson Daniels, c'est que déjà avec son physique assez massif, il arrivait déjà à aller enfin, il était très fort au cercle, mais il n'y allait pas forcément beaucoup. Et cette année, il a rajouté un vrai floater game, c'est-à-dire qu'il est très très fort dans la zone intermédiaire et il a un vrai flotteur. Et je trouve que c'est assez encourageant parce que ça le rend très très valuable d'avoir ce petit flotteur. C'est que il est plus menaçant que au cercle, il est aussi menaçant un peu en dehors du cercle. On n'est pas encore sur un joueur qui est menaçant, on va dire, de loin, mais voilà, c'est un tout petit échantillon. Je sais pas si on a le droit de dire des stats encore. 08 36 65 65 65. Mais c'est vrai qu'il est il est passé de 35% à 52% sur les short mi-distance. Et il en a pris autant en fait sur ce début de saison que sur toute la saison dernière. Donc ça, je trouve ça en 20 matchs qu'en 57 l'an passé. Donc c'est super intéressant. Et donc en fait voilà, c'est un joueur que je trouve très moderne et très s'il développe un shoot en plus, il peut être vraiment valuable, mais que j'adore parce qu'il y a vraiment des lectures de passing ultra intéressantes et il commence à ajouter petit à petit des cordes à son arc de scoring qui le rendent qui le rendent valuable parce que c'est dur de le mettre sur un parquet à côté de Zion Williamson par exemple qui a besoin de spacing. Mais j'adore Dyson Daniels et cette semaine pourquoi je me suis dit tiens j'aimerais bien en parler, c'est parce qu'il a il a sorti un contre monumental où il y a une contre-attaque en 3 contre 1. Ça finit sur une passe pour KJ Martin qui est je crois qui a été au concours de dunk, qui est quand même un bel athlète quoi, et il monte au contre. Dyson Daniels monte au contre et ne bouge pas, c'est-à-dire qu'il ne recule pas en l'air. C'est KJ Martin qui rentre dans un mur presque et donc Dyson Daniels bloque cette contre-attaque en 1 contre 3, donc j'avais un peu envie d'en parler. Qu'est-ce qui devient KJ Martin? Il est aux Sixers maintenant, c'est ça? Ouais, c'était contre les Sixers, ouais, c'était Ouais. C'est ça. Puisqu'il était dans le trade. était dans l'échange, ouais, effectivement. KJ Martin, ah ouais. En parlant des anciens Rockets de l'an dernier. Mais oui, alors pourquoi est-ce que j'aime beaucoup Dyson Daniels? C'est un peu le type de joueur qui sans doute sont pas forcément appréciés par le grand public parce que vous prenez un joueur, vous lui mettez pas le scoring de création balle en main. Voilà. Du coup, il a pas ça. ce qu'en général les fans aiment bien, ce côté flashy, ce côté scoring. Ça, il l'a pas. Mais par contre, il a tout le reste. C'est pour ça que moi, j'adore. Et je suis sans doute plus haut sur les joueurs qui n'ont pas ce côté création balle en main. Et même pour le résumer autrement, ce que j'aime beaucoup, c'est le combo toucher de balle et intelligence de jeu. C'est vraiment ça qui me plaît beaucoup chez lui. Tu parlais du floater game qu'il a développé. Pour moi, c'est ça aussi. C'est ce côté touché. Alors, il a pas encore, ça se transpose pas en termes de jump shot encore pour l'instant, mais je trouve qu'il a un très bon toucher de balle et ce côté intelligence de jeu qui fait que effectivement en attaque on a un vrai connecteur comme on aime bien l'appeler, donc quelqu'un qui peut apporter du liant, qui va pas créer le décalage mais qui peut participer à l'amplifier, qui peut emmener le ballon depuis le créateur d'attaque de décalage jusqu'au finisseur par exemple, qui est très bon sur cut, qui est voilà une belle activité sans ballon, un vrai créateur de liant en fait offensif, plus en effet cette polyvalence défensive. Et je crois aussi, alors j'ai pas vérifié les stats de l'an dernier, je veux dire, parce que pas encore pour cette année, mais Ouais. mais je crois que c'est aussi, il a de très bonnes stats de playmaking défensif aussi, notamment en termes d'instinct, en termes de capacité à créer des interceptions, de lire les lignes de passe, etc. quoi. Oui. Ce qui est aussi intéressant, je trouve, c'est que pour un guard, il a même un peu de rim protection, quoi. Et ça, c'est assez rare, je trouve. Oui, en effet. Non, mais j'aime beaucoup. Après, dans ces cas-là, on est toujours sur à quel point le point de bascule, c'est à quel point tu peux déjà avoir premièrement un jump shot ou pas, Oui. parce que ça peut beaucoup déterminer. Et une fois que t'as passé ce premier palier t'as un catch and shoot de bon niveau, déjà ne serait-ce que si t'as le catch and shoot, ça te propulse déjà dans une catégorie un peu supérieure. Et après, c'est à quel point est-ce que aussi tu peux t'en sortir sur non pas de
de la fluidification du passing un peu intelligent, mais qui n'est que du passing de liant, à quel point est-ce que tu peux aussi passer le step de, ben non, je peux aussi être le passeur créateur, celui qui peut jouer un pick and roll, qui peut faire un driving kick à partir de rien, qui peut faire ce genre de situations. Je sais pas toi à quel point tu penses qu'il y a un potentiel à gratter de ce côté-là ou pas. Ben, sur le côté créateur principal, franchement, je pense que je suis très très haut sur Dyson Daniels parce que, comme dit, je trouve qu'il y a déjà des lectures sur pick and roll ponctuellement l'année dernière qui étaient assez qui étaient vraiment super encourageantes, quoi. Et en fait, tout l'enjeu de Dyson Daniels, je trouve, ça va être vraiment son jump shot, pardon. Et s'il développe son jump shot, je suis très très confiant pour qu'il passe le step d'après, en fait, quelque part. Mais il faut qu'il passe le jump shot d'abord. Voilà. Ouais, d'accord. C'est un peu d'ailleurs, je trouve qu'il y a pas mal de similarités et c'est pour ça que je l'aime beaucoup aussi. Pas mal de similarités avec un autre joueur que j'aime beaucoup et je crois toi aussi. C'est un peu Josh Green qui est aussi un peu dans ce profil-là. J'adore. Ouais, qui a passé le step du shoot l'année dernière et qui est devenu un joueur immédiatement très très valuable. Ouais. Mais je trouve que les deux sont un peu dans ce profil-là de défenseur et liant offensif et avec aussi un peu de potentiel éventuellement à gratter en attaque sur la création. Mais les deux ont un peu ce côté de base, c'est un peu des arrières entre guillemets avec ce morphotype, mais qui peuvent défendre plus que ça et qui en attaque sont hyper intelligents et ont dû toucher de balle. Donc je trouve beaucoup de similarités entre les deux finalement. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que Dyson Daniels c'est australien ou pas d'ailleurs? Oui, je crois. Je crois que Josh Green aussi. Je veux pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûr. Bah oui, il me semble. Hein. Donc la formation australienne, apparemment ils font les mêmes joueurs. Mais ouais, donc on est d'accord que a priori on a le potentiel All-Star pour Dyson Daniels paraît un peu loin, mais en tout cas le scénario médian de c'est une sorte de Kyle Anderson sur 10 ans, c'est tout à fait probable ça. Oui, je pense. Faudrait juste qu'il arrive à développer l'arme de Kyle Anderson qui est un shoot tellement lent ou un Eurostep tellement lent qu'il feinte les adversaires. Et donc on peut passer à la partie questions des auditeurs et je crois qu'il y en a pas mal en plus cette semaine, d'autant plus que la semaine dernière on a reçu des questions après l'enregistrement, donc il y a des questions de la semaine dernière qui se reportent cette semaine et donc notamment de notre ami Jedi et Padawan qui s'est renommé Jalen Brown Redemption Season, qui nous demande à quel point est-ce que le début de saison des Pacers, 29e au defensive rating au milieu des tank teams, ou des Kings Cavs, net rating négatif, attaque qui tous, peut être interprété. Baptiste, est-ce que tu as une réponse haute que il est trop tôt pour les stats? Pour la défense des Pacers, il est pas trop tôt, je pense. Oui, je suis d'accord. Les Pacers, c'est un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, c'est-à-dire que ils sont aussi très performants en attaque, mais parce qu'ils font le choix de mettre des profils offensifs, mais forcément tu le payes un peu de l'autre côté du terrain, quoi. C'est les fameux vases communicants. Ouais, c'est ça. Et puis eux, ils en ont vraiment rien à faire de la défense. Hein. Eux, ils prennent un panier, ils sont déjà de l'autre côté. Hein. C'est un peu ça, oui, ils sont déjà en train de courir. Mais effectivement, je pense que pour le coup, c'est pas trop tôt pour les Pacers. Je pense qu'il y a un peu des limites d'effectifs qui font que on sera à peu près dans ces eaux-là. Alors peut-être pas forcément 29e, hein, mais je pense pas qu'ils auront une top 10 défense les Pacers. Question de MLM aussi qui nous dit: êtes-vous surpris par le début de saison de Cam Reddish? Je peux donner un joker parce que je l'ai pas assez vu. alors je peux répondre surpris un peu. Je dois dire que je suis un peu surpris parce que ça faisait quand même quelques années qu'on était un peu déçus du Cam Reddish, mais en même temps de l'autre côté pas surpris non plus parce que c'est vrai qu'à la draft il avait un peu cette image du Tracy McGrady 2.0 etc. Et déjà à la draft je me souviens qu'on disait non, offensivement c'est sympathique, hein, il y a un potentiel qui est très très sympathique, mais on n'est quand même pas à ce point loin dans le développement ou même en termes de potentiel, mais par contre défensivement c'était déjà pas mal à Duke, même si c'était moins régulier. Mais voilà, c'est aussi le fait je trouve, qu'on ait un Cam Reddish qui est dans un effectif et avec un coach qui le fait bosser dur,
Bah, tu vois, on parlait de Jabari Smith aussi, côté Rockets. Ouais. On a ça cette année. Jalen Green aussi, d'ailleurs. Jalen Green, la défense de Jalen Green cette année, je sais pas ce que t'en penses aussi, elle est excellente, elle est bien meilleure que l'an dernier. Jalen Green, qui était l'an dernier un des pires défenseurs de toute la ligue, et là qui actuellement est compétent. Donc l'importance du coaching, je pense, et l'importance aussi de trouver son rôle, je pense que c'est un peu ça avec Cam Reddish, où on est peut-être suffisamment loin de sa draft pour qu'on ait un peu abandonné Le projet. le rêve le projet, le rêve du potentiel offensif, et donc il se concentre sur ce qu'il sait faire de bien. Je pense qu'il y a ça. Et d'ailleurs, Cam Reddish me fait un peu penser à Dennis Smith Jr. aussi, qui avait fait un peu ce genre de trajectoire récemment. Redemption, ouais. Au choix de draft, ouais, ça colle. Question toujours de MLM qui nous dit: quand une équipe change beaucoup en un été, qu'est-ce que vous regardez pour évaluer si c'est toujours le changement de coach ou surtout si c'est surtout le changement de coach ou surtout le changement d'effectif, et notamment avec l'exemple de Philadelphie. Moi, ce que je regarde, c'est un peu bateau, mais c'est vraiment la façon de jouer, l'utilisation des stars. Par exemple, Philadelphie, c'est vrai que je sais pas ce que t'en penses, mais moi je trouve ce qui est intéressant avec par exemple un Joel Embiid ou un Tyrese Maxey, et pourquoi tout le grand public en parle comme s'ils avaient passé des steps, c'est parce que leur utilisation a changé, et je trouve que les joueurs au final n'ont pas tant changé que ça. C'est juste que voilà, l'utilisation est un peu différente. Et moi c'est vraiment ça, c'est plus les nouveaux principes qui sont mis en place. Par exemple, voilà, la défense dont on a parlé avant à Houston, ou le fait de faire beaucoup plus de jeux en mouvement, de mettre en mouvement Tyrese Maxey, de mettre en mouvement Joel Embiid, de mettre du mouvement off-ball chez les Sixers. C'est vraiment ça qui, je trouve, montre l'impact ou la patte d'un coach. Mais non, je suis d'accord, et je pense que c'est intéressant parce que l'exemple des Sixers et celui des Bucks, c'est aussi dans l'autre sens, du coup, et intéressant parce que ça montre aussi le côté optimisation d'un joueur que peut faire un coach, en fait. Et avec les Bucks, on avait des joueurs qui étaient optimisés, qui peut-être le sont un peu moins cette année offensivement. Et là, on a l'inverse avec les Sixers, où effectivement, c'est pas tant. Moi, je trouve que par exemple, Maxey, c'est pas tant le joueur qui a évolué, c'est juste qu'il est plus utilisé qu'avant. Et Embiid, c'est pas non plus qu'il a totalement changé son jeu, c'est qu'il est un peu mieux utilisé. Et donc, il y a un peu une espèce d'optimisation qui, je pense, pour moi, pour l'instant, est plus importante que le côté intrinsèque du joueur qui aurait totalement changé, tu vois. Ouais. Je pense qu'il y a des joueurs comme ça auxquels on peut penser qui sont vraiment différents par rapport à l'an dernier. Il y a d'autres cas où c'est plus une espèce de re-optimisation qui fait que le joueur a une meilleure production au final, plutôt que vraiment le joueur qui en soi est très différent. Mais voilà, en tout cas, je pense que la réponse est aussi de dire que c'est compliqué et qu'il faut un peu attendre pour démêler le vrai du faux tout le temps. Quel est le principal facteur? Question de Bamzerito qui nous dit: comment expliquer les progrès, notamment défensifs, des Minnesota Timberwolves entre l'an passé et cette année? C'est une bonne question. Déjà, faut dire que progression il y a, mais bonne défense l'année dernière. C'était aussi une bonne défense déjà l'an dernier, je pense. Oui. Les Wolves. Et je pense qu'il y a le fait qu'il y ait plus de vécu ensemble, et que la défense est quand même quelque chose qui se base beaucoup sur les automatismes, beaucoup plus qu'en attaque, je trouve. Et donc il y a ça. Il y a le fait que Rudy Gobert m'a l'air plus en forme que l'an passé. Le fait que je trouve les profils qui jouent et qui ont des minutes n'ont pas ce côté, ont beaucoup moins ce côté poids défensif. C'est-à-dire que dans la rotation aujourd'hui, il y a Kyle Anderson, il y a Nickeil Alexander-Walker et Naz Reid principalement, et c'est tous les trois des joueurs qui n'appauvrissent pas la défense, là où l'année dernière, du coup, il y a déjà une grande partie quand même avec D'Angelo Russell, mais qui était starter. Il y avait beaucoup de minutes de notre ami, comment il s'appelait, Noël, ou c'était il y a 2 ans qu'il jouait beaucoup. Jalen Noël, ouais. Jalen Noël, qui était un peu, voilà. Donc, je pense qu'il y a un peu beaucoup de choses, mais je sais pas ce que t'en penses toi. Je dirais quand même que le gros facteur, c'est le vécu ensemble et le retour qui était encore très bon l'année dernière, mais encore à un niveau supérieur de Rudy Gobert. J'ai l'impression que l'an dernier, on n'avait pas ce côté un peu plus créatif de dire, allez, on s'en fiche, on va utiliser vraiment Gobert plus librement dans ce fameux rôle du libéraux défensif. L'an dernier, j'ai l'impression que c'était pas trop le cas. On essayait un peu toujours de le faire jouer, un peu comme à Utah, où Utah, il était plus la position traditionnelle du drop, donc qui joue le pick and roll, qui défend bas, etc. Donc il y a cet aspect-là où je trouve que on prend plus de liberté cette année par rapport à l'an dernier,
et on n'hésite pas à faire ce genre de trucs un peu créatifs, de dire bon non mais on va te mettre sur tel joueur, on s'en fiche, t'abandonnes le shooter, tu vas protéger la raquette, tu vas dissuader au panier. Voilà, ce genre de schéma, je les voyais pas l'an dernier forcément, je les voyais beaucoup moins. Donc je pense que ça permet aussi de complètement, on parlait d'optimisation offensive, mais optimisation défensive, ça permet de complètement déverrouiller la valeur défensive de Gobert, quoi, plutôt que de le laisser dans des schémas plus traditionnels comme à Utah. Il y a cet aspect-là où tu peux le laisser en safety. Et d'ailleurs, sur des stats, non pas de réussite, mais de fréquence, les stats de fréquence, on peut commencer un peu à les mettre le nez dedans. Ils autorisent beaucoup moins de tirs au panier en fréquence, qui sont les tirs les plus rentables du basket. Et ben, c'est complètement le panier est complètement verrouillé. Et ça, je pense que c'est ce fameux impact de Gobert qui est le fameux rôle du roamer. Hein, on en parle toutes les semaines, mais ça on le voyait pas l'an dernier. On le voyait pas sur des positions beaucoup plus libres pour faire ça. Là cette année il le fait. Donc c'est un peu l'aspect primordial. De l'autre côté, c'est aussi une défense qui concède moins de rebonds offensifs et surtout beaucoup moins de fautes. Et je pense que ça, c'est aussi lié au positionnement de Gobert beaucoup plus libre, encore une fois, on a une défense qui n'autorise plus autant de lancers francs, ne concède plus autant de lancers francs à l'adversaire comme avant, parce que c'est pas les mêmes schémas, en fait. Et pour rebondir aussi sur ce que tu disais, on avait aussi, il y a 2 ans, souviens-toi, avec Vanderbilt, des schémas qui étaient très très différents aussi, qui étaient des schémas extrêmement agressifs, avec des joueurs un peu sans vrai pivot, hein. C'était Vanderbilt et Karl Anthony Towns en 2022 à l'époque. Et c'est vrai que sans doute qu'il y a eu une période de transition où t'as une défense hyper dynamique, hyper agressive. Tu mets là-dedans Rudy Gobert qui était lui dans des schémas totalement opposés, très traditionnels. En 2023, t'as un peu le meilleur des deux mondes. Non, t'as au contraire l'adaptation, donc t'as le moins bon des deux mondes justement. Et cette année, on a enfin peut-être une question d'adaptation, et en plus tactiquement, on tente des trucs différents et donc ça marche enfin. Je pense que c'est un peu comme ça que moi je l'expliquerais, parce qu'effectivement le personnel est pas si différent que ça, mais je trouve que Gobert est mieux utilisé que ça a pu être le cas l'an dernier. Oui, c'est vrai. C'est vrai que on voyait beaucoup moins. On le voyait beaucoup sur du drop en fait. Oui. Donc c'était un peu frustrant parfois même par séquence. Bah, même en fait on le voyait sur du drop et parfois même sur du edge ou des schémas comme ça. Et en fait, on le voyait juste sur le ballon, en fait. On le voyait impliqué dans l'action, sur le pick and roll, alors que cette année, le but, c'est de dire non, ne sois pas dans l'action, soit le libéro qui protège le panier librement, quoi. Donc, c'est ça qui a changé. Que pensez-vous, toujours question de Bamzerito, que pensez-vous de la construction du roster des Cavs? 2 porteurs de balles dominants, pas fous en défense, et 2 intérieurs qui spacent pas. Êtes-vous partisan de garder comme ça, ou faut-il profiter de la présence d'un des deux pour échanger l'autre? Eh bien, je crois que c'est une question qu'on ne peut pas régler. Une question auditeur de 2 minutes. Baptiste. Ouais. ça mérite un long débat presque. Ça mérite un long débat. Je serais quand même d'avis de tester encore un peu. En fait, le souci que j'ai, c'est plus sur une construction, dans la construction de l'effectif, c'est qu'aujourd'hui, les Cavs ont pas beaucoup d'assets, je trouve, ou presque pas, et que ils ont pas non plus ce profil qui est très dur à trouver, hein. Qui serait parfait à mettre entre ces 2 intérieurs et ces 2 extérieurs. Et c'est un peu ce qui leur a fait défaut, même grandement ce qui leur a fait défaut en playoff l'année dernière, c'est que Bickerstaff a tenté beaucoup de profils différents. On a vu Okoro être benché, mais en fait c'était vraiment pour le coup ce côté des vases communicants, c'est-à-dire que soit t'avais un profil offensif qui rentrait un peu ses tirs plus qu'Okoro, mais qui galérait défensivement, soit t'avais Okoro ou un profil plus défensif, mais qui là cadenasser complètement ton attaque parce que les Knicks se permettaient d'être encore plus agressifs qu'ils ne le sont déjà. Donc en fait, moi le gros problème que j'ai avec l'effectif des Cavs, il situe là, quoi, et dans le fait qu'il y ait plus beaucoup d'assets en fait finalement. Oui, mais c'est un peu la conséquence aussi du trade de Mitchell, hein, qui était de dire bon, on donne tous nos assets pour Mitchell, et donc forcément on va avoir une période où on aura un peu moins d'assets. Donc c'était un peu le compromis finalement. Question de Timothée. Le cas Lavine, tiens justement, apparemment disponible et sa valeur semble être sous-estimée. Quelles équipes devraient se positionner dessus? On a compris les Knicks, hein, pour Baptiste. Oui. Bah moi, si j'étais fan des Bulls, je regarderais les scouting reports de RJ Barrett. Franchement, c'est super. Il est super. Bah tu vois, les gens disent que c'est cher 40 millions. Certes, mais en même temps 40 millions, c'est aussi Evan Fournier plus RJ Barrett.
Bon, je crois que je le fais Voilà. tous les jours, cet échange. C'est pas si cher que ça, finalement, 40 millions. Ah non, Mais, non, mais non, Vas-y, pardon. Non, j'allais dire, je crois que Miami et les Lakers aussi, pourquoi pas. Ouais, pourquoi pas, on en avait parlé, mais pourquoi pas les Sixers qui ont récupéré pas mal d'assets intéressants. Oui. Pas sûr que ce soit le profil idéal qu'il leur faut, mais pourquoi pas. Est-ce que OKC va pas vouloir tenter le coup vu qu'ils ont 14 000 assets, mais en même temps, je sais pas. Oui. Mais OKC, Oui, ce eux, serait le moment de le faire, hein, parce qu'OKC, pour l'instant, ils ont plein de contrats jeunes qui vont devoir prolonger, mais ils pourront dépasser le cap pour les prolonger. Donc c'est maintenant qu'il faut aller chercher des Michael Bridges, aller chercher des Ouais. Zach LaVine, des joueurs comme ça. Et ensuite, une fois que le cap est bien full, bien complet, ensuite tu prolonges tes jeunes en dépassant le cap, quoi. Oui, voilà, c'est ça l'asset un peu secret d'OKC, c'est leur cap Exactement, space ouais. actuel. Ouais. Mais je me demande si j'aimerais pas plutôt qu'ils se positionnent sur un Siakam. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est qu'ils peuvent se positionner sur les deux et faire la meilleure offre aussi, quoi. Donc, même sur les trois, donc. Même sur Michael Bridges, ils peuvent acheter tout le monde, hein. Enfin, je veux dire, les mecs. Ils ont plus des choix de draft, ils possèdent des drafts entières maintenant. Est-ce que tu nous donnes Michael Bridges, on te donne la draft 2026. Est-ce que ça te va? C'est bon. À la fin de saison, question de Timothée toujours, c'est la défense ou l'attaque des Boston qui sera le plus élite? Je pense que je réponds sans hésiter la défense, moi. Oui. Ouais. Oui, d'accord. Mais surtout d'un point de vue structurel, en fait, où j'ai quelques réticences, on va dire. Question de Lonnie Situation. Jrue est-il le franchise player des Celtics que les Celtics attendaient? Son absence contre les Orlando Magic s'est fait ressentir. Peut-être. je te demande pas de répondre. Question de Tom de Dunkebdo qui nous dit si vous deviez confectionner une équipe, quels sont les rôles offensifs et défensifs que vous associerez à chaque poste? Tom, c'est des questions auditeurs, c'est pas des propositions de sujets de 4 heures. Waouh. Mais c'est dur là, c'est très dur, mais en fait il y a tellement de constructions d'équipes différentes aussi que ça rend vraiment la question pas C'est facile. vrai. C'est-à-dire, C'est vrai. est-ce que tu te diriges plutôt vers un intérieur protecteur de cercle ou un intérieur qui a de la valeur à la création, tu vois, même sans parler de Jokic, mais plutôt un Sengun ou un Jaren Jackson Jr. C'est pas une question facile, quoi, déjà. Je crois que la configuration idéale dans la théorie, ce serait un porteur de balle d'élite avec un protecteur de panier d'élite. Et aujourd'hui, ce protecteur de panier... Des connecteurs. Oui, des connecteurs autour. Et idéalement, ce protecteur de panier, il faudrait qu'il soit pas trop pâteau. Ouais. C'est-à-dire que il faudrait qu'il ait aussi un peu de polyvalence, quoi. Donc, dans la théorie, ce serait ça. C'est-à-dire les postes, par rapport aux postes, les rôles que j'associe, c'est le porteur de balle principal d'élite, le protecteur de panier d'élite, et au milieu, plein de connecteurs shooters. Voilà. Mais idéalement, tu prends un porteur de balle plutôt grand, comme ça, qui est en capacité de, pourquoi pas, de faire du switch all défensivement, je sais pas. Oui. Ça peut être un peu intéressant. Ou alors t'as une anomalie. T'as un Curry, t'as un Jokic qui rentre dans aucune case et ça marche. Ou un Giannis, pareil, un modèle qui peut pas être répliqué. Question d'ailleurs un peu dans la même lignée de Lucas Blackgannon qui nous dit quel serait votre 5 majeurs idéal en respectant à peu près le CBA et pourquoi? Là, j'ai envie de renvoyer justement vers la série de Baptiste. Le comment entourer, c'est un peu ça le jeu. Eh oui. Franchement, tout à fait, c'est ça. On essaie de construire la meilleure équipe possible en respectant des règles pour pas avoir des équipes cheatées. Donc c'est exactement ça. Bon, il y aura juste un joueur qui sera imposé, mais sinon on répond à ta question. Je crois que actuellement, si j'ai des évidences, ouais, mais est-ce que je peux prendre à la fois Curry et Giannis en même temps? Est-ce que ça respecte le CBA, ça? Quoique tu peux prendre Lillard et Giannis. Lillard et Giannis, c'est pas mal, ouais. Ouais. En fait, l'effectif est pas mal, c'est juste le coach qui. Bon, bref, passons. question assez parlé de moi, qui nous dit. Ah oui, non, c'est lui, il veut une réforme du quiz, mais on en parlera peut-être tout à l'heure. Question de Dismaël qui nous dit question pour la semaine prochaine pour l'hebdo. C'est probablement parce que je découvre encore tout le volet analytique et que je comprends 3% des nuances, mais j'ai l'impression d'entendre un consensus des principaux médias d'analyse sur différents sujets la plupart du temps.
Est-ce que vous avez des exemples de débats qui existent au sein des analystes ou des points de vue sur lesquels vous comprenez et respectez le raisonnement derrière, mais vous n'êtes pas d'accord pour telle ou telle raison? En gros, Baptiste, il a l'impression que sur les sujets, sur à peu près tous les sujets, les gens un peu analysent, sont toujours un peu d'accord, mais est-ce qu'il y a t'as des sujets comme ça où tu te dis, ah oui, c'est vrai que là, il y a un peu de deux camps, même au sein des analystes, comme on les appelle? Franchement, j'ai un débat en tête que j'ai souvent eu. C'est un peu sur les intérieurs, Ouais. sur les intérieurs défensifs. Est-ce que tu préfères un intérieur capable de faire du drop ou est-ce que tu préfères un intérieur de drop ou un intérieur plutôt plus mobile de switch quitte à perdre un peu de rim protection? C'est vrai. Et ça, c'est vrai que c'est un débat qui a souvent et je trouve que les deux points de vue s'entendent. Je crois qu'il y a un autre sujet sur lequel les analystes... Enfin, en gros, la question, c'est aussi de dire, bon, ben oui, il y a des sujets sur lesquels Ben Taylor et Stephen A. Smith, ils vont pas être d'accord, quoi. Mais évidemment, parce que c'est pas le même métier. Mais non, mais la question, c'est est-ce que au sein même des gens un peu analystes, il peut y avoir des divergences, ou est-ce que analyser, ça veut dire tous aller dans la même direction et arriver aux mêmes conclusions? Je crois que non. Je crois que, tu vois, ne serait-ce que la valeur de certains profils type héliocentrique, James Harden fait débat, par exemple, au sein même des gens un peu, au sein même des gens qui analysent le jeu, qui essaient d'analyser. L'exemple que je lui avais répondu aussi dans le Discord, c'était l'exemple de Brook Lopez et Giannis Antetokounmpo aussi. En termes de défense des Bucks, je sais que tout le monde n'est pas d'accord sur qui est le plus important des deux, qui a le plus de valeur. Ça peut varier aussi. Et un autre exemple, on a parlé de James Harden et Luka Doncic et ce genre de ce profil-là, où il peut y avoir des gens avec des avis assez différents sur la pondération exacte de à quel point c'est intéressant ou pas. Mais Anthony Davis aussi, à l'inverse. Anthony Davis, il y a des gens qui adorent parmi les analystes, il y a des gens qui aiment un peu moins. Donc effectivement, il y a quand même même, tu vois, il y a de la place, il y a certains débats sur lesquels oui, il y a de la place pour être un peu en désaccord, même si on est tous dans l'analyse, quoi. Ouais, et ça m'a fait penser à un autre joueur qui, je trouve, cristallise beaucoup de débats. C'est Cade Cunningham, qui est j'avais vu un nom passer sur Twitter qui était assez incroyable. C'était scouting favorite et analytics, l'inverse de favorite, je sais plus ce que c'est, mais voilà, en gros, en fait, Cade Cunningham est un peu le chouchou de ceux des scouts, et en même temps, comment dire, l'anti-chouchou si tu ne regardes que par le prisme des stats. Ouais. Donc selon le point de vue où tu te places, sachant que les deux sont un peu de l'analyse poussée, les deux, tu peux avoir un avis très très divergent sur Cade Cunningham. Question de Doc Ryder qui nous dit, pas vu les matchs, mais je vois que Embiid est passé de 4,2 à 6,6 assists par match sur ce début de saison. Est-ce que c'est une vraie amélioration dans le playmaking ou pas? Sinon, quel stat pourrait démontrer le contraire? Tu me dis, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu plus la conséquence du fait qu'il est mis dans des situations de dribble and off ou des trucs comme ça où de facto il donne la balle à des gens qui arrivent lancés ou dans des situations comme ça, plutôt que des situations un peu plus statiques où il y a moins de trucs à faire. J'ai pas l'impression que lui ait largement évolué, quoi. Non, je suis d'accord. Plus de mouvements à l'opposé aussi, voilà. Oui. Pour que les aides soient un peu plus dures, mais je suis d'accord que je vois pas non plus de lecture que je ne voyais pas avant, quoi. Bah, il a toujours eu ce truc de parfois il fait des belles lectures, parfois il fait des trucs un peu horribles. Mais non, pour le coup, tu vois, il a encore fait un match là contre les Lakers justement à plus de 10 passes, je crois, c'était un triple-double. Bon, ben voilà, sur les 10 passes, il n'y en a aucune ou très très peu qui ont une grosse valeur de création. C'est juste que il est mis dans des dribble and off, il est mis dans un jeu un peu plus optimisé, donc il y a des passes plus simples qui deviennent des assists, mais j'ai pas l'impression qu'on ait une révolution pour l'instant. Question de Art Abstrait, qui est le meilleur joueur NBA au horse? Alors ça, je crois que je prendrais Stephen Curry, moi perso. Moi je prends KD. Pas mal. D'ailleurs, allez voir taper les plus jeunes horse entre au All-Star Game 2010 entre Kevin Durant et Rajon Rondo. Ça peut être marrant si ça vous dit. Question de Doc Ryder, encore une fois. Question pour l'Heb2. Quel est le meilleur joueur des Wolves sur ce début de saison? Est-ce que c'est Gobert ou est-ce que c'est le fils de Michael Jordan? Bah tu vois, c'est une question selon comment tu valorises les profils aussi. C'est oui. Je pense que les deux réponses s'entendent. Maintenant, je vais aller du côté du peuple. Hein. Je vais aller du côté du peuple. Je vais dire quand même que Anthony Edwards, sans lui, vraiment l'attaque, je me demande où elle serait, quoi. Et c'est une fin de tournage pour Baptiste. Bravo. Oh non.
Non, je crois que j'ai encore Gobert devant. Mais c'est serré. On est d'accord que c'est très serré. On est d'accord qu'on a Gobert devant. Ouais. Non, mais ça m'embête un peu, moi. J'ai toujours cette question de l'efficacité, quoi. Mais alors, les flashs, j'ai l'impression que les flashs ont toujours été très impressionnants, mais là, ils deviennent de plus en plus impressionnants. Et moi, c'est la fréquence des bonnes actions qui me... Je suis pas encore conquis, quoi. Tu vois, si tu me disais, c'était pas Anthony Edwards, ce serait Kawhi Leonard, je dis, ah ouais, enfin, non, peut-être pas Kawhi Leonard, je vais un peu loin, mais Oui. tu vois, il y a des cas où j'hésite un peu plus. Ok. Là, je trouve que le rayonnement défensif de Gobert est à ce point énorme et Anthony Edwards toujours pas efficace. Ouais, j'ai quand même un peu toujours cette préférence dans le côté impact, mais c'est vrai que c'est un bon exemple, ça. Tu vois, on a fait la centaine, non pas la centaine, on a fait la syllabe cet été. On a bien vu que sur des cas-là, tu vois, on parlait de Tom de Dunk Hebdo qui, par exemple, n'est pas d'accord avec moi ou avec d'autres sur la valeur des protecteurs de panier, par exemple. On a bien vu sur la syllabe que on était tous un peu dans ce registre de l'analyse et pourtant il y en a qui veulent mettre un tel plus haut, un tel plus bas, voilà, mais le cas de Gobert est effectivement une bonne illustration. Je suis d'accord. Mais le cas d'Edwards est assez intéressant, si tu me permets juste. Vas-y. C'est, je trouve cette saison qu'il va moins au cercle que l'an passé et c'est presque un peu frustrant parce que tu vois le match contre le Thunder, il y a des séquences où il va au drive, il bump Chet Holmgren qui finit qui valse à 3 mètres quoi, et il s'ouvre un lay-up et en fait je trouve qu'on en voit moins que l'an dernier. Et puis l'action d'après, ou alors les deux actions d'après, il prend le mi-distance. Voilà, c'est ça. Mais tu vois, dans ce sens-là, j'ai l'impression aussi qu'il rentre plus ses mi-distances. Après, pour le coup, là, je dis vraiment sans voir les stats. Mais oui, voilà. Après, la valeur d'un mi-distance, ça reste aussi tout un débat. Mais je suis d'accord. Je suis d'accord qu'on n'est pas encore sur sur le joueur efficace qu'on aimerait. Pour moi, si on va dire que si tu en partant du principe que chacun a un backup de niveau médian, totalement neutre. Pour moi, les Wolves sont meilleurs si tu retires. Attends, comment il faut que je formule ça sont meilleurs si tu retires Edwards que si tu retires Gobert. Donc Gobert est meilleur. À backup équivalent. En essayant de s'enlever ce facteur du backup. Mais ouais, je pense que Gobert apporte plus que encore en termes d'impact, parce que vraiment, tu vois, le Gobert de l'an dernier, non, mais peut-être pas. Je me poserais plus la question et encore. Mais ouais, là cette année, c'est tellement incroyable que pour moi, Gobert est encore plus impactant. Bref, question de Jalen Brown Redemption Season qui nous dit: Podziemski est-il le nouveau Jalen Brunson, c'est-à-dire le stagiaire auprès d'un crack pendant 3-4 ans, puis top 10, Oui, ce qu'on appelle un Jordan Poole aussi, qui a fait ça, qui a été stagiaire 3-4 ans avant d'être un top 10. Westbrook en pivot, fausse bonne idée, en pivot, entre guillemets, entre parenthèses, roller, rebond offensif, dunker spot, on en a parlé tout à l'heure, avec le match des Clippers, tu l'as évoqué. Question de Quentin, qui nous dit une stat que vous voyez passer souvent et que vous trouvez nulle, / mal utilisée, / pas pertinente. Le plus-minus. Pas mal. Je crois que c'est trop facile si je dis le PER. Qui utilise encore le PER? Ça fait longtemps que je l'ai pas vu passer. Hein. Les points par match aussi. Oui. Et je me demande, mais le problème c'est que les points par match, les volumes ont tellement explosé que on n'a plus, tu vois, je crois que c'est Tyrese Maxey qui est genre à 27 ou 28 points par match, Maxey cette année. Certes, il joue bien, etc., mais il a aussi dit, enfin, par rapport à il y a 10 ans, 27 points par match, c'est pas la même chose, quoi. Mais oui. Non, moi j'aime pas trop parfois on abuse un peu sur tout ce qui est rating individualisé, ça j'aime pas. Ou des trucs comme ça, quoi. Je pense que c'est à prendre avec de grosses pincettes. On va se faire bientôt un guide des stats, très bientôt, si j'ai le temps. Question de Robin, d'ailleurs, question sur Twitter, qui m'a dit, hors sujet, mais est-il prévu un épisode sur les Spurs de Sochan versus Trey Jones, avec tous les échantillons, évolutions, stats les plus ou moins pertinentes à ce propos? Est-ce que toi, tu as un avis sur ce début de saison et sur le fameux duel de meneur entre Jeremy Sochan et Trey Jones? Je vais devoir me confesser que j'aime pas trop regarder les Spurs. Donc je regarde pas énormément les Spurs, donc j'ai pas forcément un avis très très tranché. Je pense qu'il y a quand même une certaine évidence au-delà des stats, et on va pouvoir bientôt les aborder, les stats, mais pour l'instant c'est encore un peu tôt, mais il y a tout de même une évidence de
ça joue mieux avec Trey Jones, mais c'est logique, c'est un meneur, quoi. Donc, en fait, la question, c'est pas tant est-ce que l'un est meilleur que l'autre, c'est quel est le projet derrière, quoi. Parce que clairement, Oui. avec Sochan, le projet, c'est d'essayer de développer un arsenal de défenseurs switch all, etc., ou même de tester, de passer au révélateur Sochan. Mais évidemment, on sait que quand tu le remplaces par un meneur de métier qui est un vrai meneur de métier, vrai gestionnaire, qui est Trey Jones, qui est le frère de Tyus et qui est pareil en termes de gestion et de propreté, bah ouais, c'est mieux, quoi. Donc forcément. Mais après voilà, pour moi c'est plutôt la question quel est le projet qui est meilleur des deux, parce que bah, sur la défense, bah, Sochan est meilleur, mais sur l'attaque, ouais, c'est assez évident, quoi. Bref, donc on peut avancer pour passer aux affiches de la semaine suivante. Et on a une semaine assez particulière. Est-ce que tu veux que je le fasse parce que c'est compliqué, Baptiste, ou tu veux le faire, tu me dis. Bah, écoute, je ne vais pas prendre le risque de me tromper, donc je vais te laisser faire. Bon, alors, nous entamons la fameuse semaine du Play-in Tournament. Non, du In-Season. Pardon. Du In-Season. Ouais, bien sûr. In-Season Tournament. Ça y est, c'est la dernière semaine, et donc semaine très particulière. Vous avez eu normalement pas de match cette nuit entre dimanche et lundi, puisque c'était pour se préparer pour le tournoi. On ne savait pas qui allait être dans le tournoi, donc on pouvait pas mettre de match dimanche soir au cas où il y a des back-to-back, parce que lundi soir, les quarts de finale du In-Season Tournament, Indiana contre Boston et les Pelicans contre les Kings, lundi soir. Mardi soir, les troisième et quatrième quarts de finale, les deux autres, les Knicks contre les Bucks, et puis les Suns contre les Lakers. Donc voilà, pour les quarts de finale, ce sera lundi soir, mardi au réveil, et mardi soir, mercredi au réveil. Ensuite, mercredi soir, ce sont tous les autres équipes pas qualifiées pour la suite du tournoi qui jouent, et notamment il y a 2-3 belles affiches du genre Denver Clippers, qui peut être intéressant, du genre OKC Houston, la fameuse rivalité des deux jeunes qui finalement sont des jeunes qui deviennent compétents, ou alors Orlando Cleveland, si vous êtes branché conférence Est, qui peut être sympa, Orlando Cleveland. Jeudi, les demi-finales, 2 matchs en prime time, les demi-finales du tournoi. Donc, il y aura que ces 2 matchs-là. Vendredi, retour des cancres qui ont été éliminés. Et donc, tout le monde sur le pont. Et notamment, Warriors contre Thunder, toujours intéressant. Cleveland-Miami aussi, toujours intéressant, je trouve. Et puis, le 14e match de la saison entre les Rockets et les Nuggets. Je sais pas ce qui se passe, Baptiste, mais j'ai l'impression que toutes les semaines de l'hebdo, on en parle. Non, mais c'est fou. Franchement, ce qui est bien, c'est qu'on n'en verra plus pendant 4 mois. Après, ça doit être le 4e, là, déjà, je pense. Mais ouais, c'est... Bah, je pense que c'est le 4e, ouais. On a littéralement fait 6 semaines d'hebdo. J'ai l'impression qu'à chaque hebdo, on parle d'un Houston-Denver à venir ou qui est passé. Et encore, là, la semaine qui vient de passer, on en a eu 2. Hein. Oui, c'est vrai. Et puis samedi, la finale. Donc il y a que ça, la finale, le match, la finale du tournoi. Et dimanche, rien du tout, puisque la NBA n'a pas prévu en avance des matchs, puisqu'on ne savait pas qui allait être en finale. Donc au niveau des back-to-back, etc. Bref. Donc 2 dimanches d'affilée où on n'a rien à se mettre sous la dent pour séparer aussi cette semaine de finale du tournoi. Voilà pour l'agenda de cette semaine un peu particulière. On fera le bilan du tournoi peut-être la semaine prochaine, donc dans la prochaine hebdo. Et donc, vu que l'agenda est fini, on peut passer au quiz, Baptiste. Es-tu prêt? Ai-je le choix? Non, je suis prêt. Donc je rappelle, le quiz, 10 questions, 10 points à marquer sur ces questions. Pour l'instant, le classement à la race, c'est Azad avec 10 points, premier. FD, deuxième avec 5 points en 2 quiz. Et Baptiste, 5 points en 1 quiz. Donc tu peux passer deuxième. Tu peux même passer premier si tu te débrouilles pas mal. Première question. Baptiste, quelle est la première équipe de NBA actuellement au niveau du rebond offensif en termes de pourcentage? Les Knicks, je sais pas, non. Et non, les Knicks sont pas loin en effet, mais c'est le Utah Jazz. Le Utah Jazz qui attaque le rebond offensif, et on en avait parlé, c'était déjà le cas l'an dernier. Deuxième question, Baptiste, qui est la dernière équipe de NBA au niveau des turnovers en attaque? Les Wizards. Eh bien non, c'est encore une fois le Utah Jazz. Ah, Eh oui. non.
Donc là, c'est le fameux jeu des possessions, mais ils ont mal compris parce que tout ce qu'ils gagnent en possession supplémentaire au rebond offensif, finalement, ils le perdent derrière en turnover. Ça me fait penser à Rafa qui nous en avait parlé l'an dernier pour le cas de Houston, qui était un peu comme ça aussi, les Rockets de 2023. Ouais. Bah, Utah, c'est un peu pareil, hein. Ils gagnent des possessions offensives en plus en attaque, mais ils les perdent derrière en turnover. Troisième question, Baptiste, pour l'instant 0/2. Qui a dunké sur l'équipe entière des Sixers cette semaine? Oh non, je l'ai vu. C'est horrible, j'ai l'image en tête. C'est... Qui est-ce qui a dunké? Il y a littéralement les 5 sur la photo. Oui, je sais. Oh là là, c'est horrible. C'est horrible, c'était le week-end dernier, c'était samedi dernier, je crois. Je vais dire... En plus, c'était un joueur un peu random. Je vais dire... Je sais, franchement, j'ai même pas de réponse à donner. J'ai plus le match en tête. C'était Lonnie Walker. Avec les Nets, bien sûr. Eh oui. C'est Lonnie Walker qui met sur la photo les 5 Sixers autour de lui. Quatrième question, Baptiste. Orlando est à 9 succès de suite au moment où nous enregistrons ça samedi soir. 9 succès de suite pour Orlando. C'est la première fois depuis quelle année? Depuis 2009 ou 2010? Alors, 2009 ou 2010? Première fois depuis 2010. Quelle saison alors? Saison 2009-2010. La saison 2009-2010. Eh bien, c'est dommage, puisque c'était la saison 2010-2011. Malheureusement, c'était juste après. Un an après, donc l'époque Dwight Howard, évidemment. Oh non. Donc pour l'instant, 0/4 au niveau des questions d'actu. On va voir si tu l'auras celle-là un peu plus facile ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, vu que tu es un peu plus jeune. Andrew Wiggins s'est blessé au doigt avec la porte de sa voiture. Je sais pas si tu as entendu parler. Pas du tout. Ce qui m'a fait penser à une autre blessure. Alors il y en a pas mal des blessures un peu cocasses comme ça. Je vais pas te faire la main de Amari Stoudemire en playoff, parce que surtout t'es fan des Knicks. Mais notre ami Andrew Bynum s'était blessé aussi de manière un peu insolite en 2013. De quelle manière s'était blessé Andrew Bynum? Andrew Bynum s'était blessé. Et c'est là qu'on voit que t'es jeune, parce que tous les gens qui l'ont vécu s'en souviennent. S'en souviennent comme si... Andrew Bynum. Ouais, là, tu l'as pas? Non, je l'ai pas du tout, non. Eh bien, c'était en jouant au bowling. Et surtout, c'était pendant qu'il était déjà blessé, je crois. C'était après son échange. Il était dans l'échange de Dwight Howard aux Sixers. Et je crois qu'il a jamais joué aux Sixers, mais bref. En 2013, il est aux Sixers, il est blessé de longue date, il va au bowling et il se blesse encore plus. Voilà, pour Andrew Bynum. Qui, du coup, on en a parlé avec Jérémy là sur Twitter, qui en gros s'est mis à la retraite à 24 ans, Andrew Bynum. À 24 ans, il est All-Star aux Lakers et puis ensuite plus rien. Voilà, donc 0/5 pour l'instant au quiz. Belle perf. Baptiste. Belle perf. Alors, deuxième partie du quiz. Comme tes petits camarades, tu vas avoir droit à un kicker la fac. Dans quelle fac ont joué ces joueurs-là? Baptiste, dans quelle fac a joué Kenrich Williams? Kenrich Williams, je suis pas sûr. Je crois que c'est un truc genre Texas? Non, je sais pas. Texas. Alors, c'est pas loin de Texas, c'est TCU. Bon. Mais c'est la même division que Texas, effectivement. Sans violet. Restons dans les Williams de OKC. Où a joué Jalen Williams? Plus récent, ça peut-être que tu l'auras. Jalen Williams, en plus je le vois, c'est comme le dunk de Lonnie Walker, je le vois en tête. C'est horrible. Je crois que c'est Arkansas. Exactement, tout à fait. Jalen Williams, c'est Arkansas. Mais ça, c'est une draft il y a pas longtemps, donc c'est une draft d'il y a pas longtemps. C'est pour ça, oui. Je m'en sors. Donc Kenrich Williams, Jalen Williams. Bon, tu croyais pas que j'allais te faire Jalen Williams quand même, c'est trop facile. Hein. Santa Clara. Eh ben oui, trop facile. Donc bien sûr que je te pose pas cette question. Où a joué Rob Williams? Oh, Rob Williams the third. C'est Louisiana ou Louisiana Tech? Louisiana. Alors laquelle? Louisiana ou Louisiana Tech? Non, Louisiana. Ouais. Eh bien non. C'était aucune des deux de toute façon. Ah. C'était Texas A&M. Il a joué à Texas A&M. Il a joué 2 saisons d'ailleurs. On poursuit sur les Williams. Où a joué Grant Williams? Le coach.
Grant Williams. Euh, lui, je crois que je l'ai aussi. C'est une draft d'il y a pas si longtemps, Grant Williams. Donc, Il a joué en orange. c'est Tennessee. Exactement, Tennessee, tout à fait. Et on finit par Michael Carter Williams. Où a joué, dans quelle fac a joué Michael Carter Williams? Bah, attends. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Syracuse. Rookie de l'année. Exactement, From Syracuse. tout à fait. Syracuse, tout à fait. Tu t'en sors pas mal, 2 points donc sur ce quiz. Non, j'en ai eu 3. Et Grant Ah oui, pardon, Williams. excuse-moi, t'en as eu 3, oui. Oui, t'en as eu 3. Excuse-moi, je compte n'importe comment. T'as eu Jalen, Grant Williams et Michael Carter Williams. Donc ça fait 8 points et donc on finit avec la question bonus. Le Zidane, est-ce que tu vas pouvoir dépasser Azad sur cette question? Le Zidane, pourquoi Zidane? Parce que c'est le joueur en 10. 10 indices et au fur et à mesure, à chaque fois que je donne un indice, il y a 1 point de moins à gagner. Donc si tu réponds à partir du premier indice, tu gagnes 10 points. À partir du deuxième, 9 points, etc. Et donc c'est parti, on y va. Est-ce que tu es prêt, Baptiste? Je suis prêt. Premier indice, 2014. Andrew Wiggins. Deuxième indice, OKC. Ok, non, j'ai rien. Troisième indice, Paul George. Domantas Sabonis. Non. Quatrième indice, Tyler Ennis. Est-ce que tu sais qui c'est d'ailleurs? Oui, Tyler Ennis qui a joué aux Rockets, si je dis pas de bêtises. Cinquième indice, Sam Hinkie. Waouh. Robert Covington, c'est le premier qui me vient en tête quand je pense à Sam Hinkie. Non, pas Robert Covington. 1, 2, 3, 4, 5. Sixième indice, les Blazers. Et je m'y perds là. Non, j'ai. Septième indice, Torrey Craig. Ok, je n'ai pas. Alors là, huitième indice, père, P-E-R-E, le père, le papa. Mais ça collait avec Sabonis, hein. Il aurait pu avoir papa. Hein. C'est vrai. Mais Sabonis n'a pas joué avec Torrey Craig ni aux Blazers. Torrey Craig aux Blazers. C'est dur. C'est horrible parce qu'on sait pas comment prendre les indices en fait. Huitième indice, donc père. Neuvième, frère. Il a aussi un frère passé par la NBA. Il y en a plein qui ont des frères en NBA. Justin Holiday. Non. Quelqu'un qui a et un père passé par la NBA et un frère passé par la NBA. Et, dernier indice. Seth Curry. Non. Un oncle. Un oncle, un frère. Son père, son frère et son oncle sont passés par la NBA. Waouh, c'est le dernier là? Oui, c'était le 10e et dernier indice. Son oncle a même gagné des titres avec Michael Jordan. Waouh, je l'ai pas comme ça, je sais pas du tout. Qui a été le 3e élément du premier three-peat. C'était Michael Jordan, Scottie Pippen et il y avait Ron Harper à l'époque, non? Non. C'est le deuxième? Ouais. C'est Horace Grant. Exactement, et donc Horace Grant, il y a quoi? Il y a Jeremy Grant. Exactement, c'est Jeremy Grant. Oh là là, waouh. Eh bien oui, c'est Jeremy Grant. C'est Jeremy Grant dont donc son oncle c'est le fameux Horace Grant. Oui. Horace Grant qui avait aussi un frère jumeau qui est donc le père de Jeremy Grant. C'était Harvey, je crois, Harvey Grant, si je dis pas de bêtises. Et qui a un frère, oui, Jerian Grant. Oui. Et Jerian Grant, passé par Notre-Dame, tout à fait, drafté par les Bulls, je crois qu'elle jouait aux Bulls. Torrey Craig, parce qu'il a joué avec Torrey Craig à Denver, à l'époque Okay. à l'époque de la défense en second rideau. Les Blazers, parce qu'il est actuellement aux Blazers. Oui. Sam Hinkie, puisqu'il a été, t'as dit Robert Covington, t'as tapé juste à côté, hein. C'était, il faisait partie des gens du process, Jeremy Grant, repêché par Sam Hinkie. Tyler Ennis, parce qu'il a joué avec Tyler Ennis à Syracuse. Eh oui. Ah oui. Il a joué ensemble avec Tyler Ennis. Paul George et OKC, parce qu'ils ont joué ensemble à OKC en 2019. Oui, donc. oui. Et puis 2014, c'est pour la draft. Il a été drafté en 2014.
Mais voilà, donc Jérémy Grant pour le joueur en 10. Aïe, 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 aïe. Ça fait 0 points. Je me demande si les Zidane ne sont pas un peu trop durs. Mais j'ai peur de faire trop facile aussi. Ouais, et qu'après on trouve en 3, quoi. Mais bon, ça te fait quand même 3 points sur le quiz, et donc tu montes à 8. Et donc tu te classes deuxième de la race. Deuxième actuellement, puisque Azad est à 10 points. Tu es à 8 et FD est à 5. Mais FD, il va falloir qu'on l'aide un peu. Voilà pour cette semaine pour l'hebdo. En tout cas, merci beaucoup Baptiste d'être passé sur Basket Lab et sur l'hebdo. Merci à toi Guillaume. Hâte de revenir déjà. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Déjà 6 semaines d'hebdo. Ça commence à être pas mal. Le format commence à s'installer. Je suis plutôt content. Je suis aussi content qu'il y ait toujours des questions régulièrement. Comme vous avez vu, on ne peut pas y répondre toujours en longueur, mais les questions auxquelles on ne peut pas répondre en longueur, je me les garde pour en faire des sujets et des émissions plus longues, hein, pour détailler encore plus. Notamment donc les questions de Tom ou de Lucas, par exemple, sur les rôles, sur la construction d'équipe, ça peut faire un podcast entier à part entière. Donc n'hésitez pas, évidemment. Cette émission est aussi là pour vous. Et puis, j'explique aussi peut-être pour ceux qui n'auraient pas la référence pourquoi qu'au montage j'ai placé le numéro en question, le 08 36 65 65 65. C'est le numéro du Père Noël. Et oui, peut-être certains auront la référence. Et pourquoi le Père Noël? C'est parce qu'on a dit pas de stats avant Noël. Donc voilà, fallait quand même que j'explique un peu la référence pour ceux qui ne l'avaient pas. Je ne voulais pas vous laisser tomber, vous laisser un peu perdu. Mais bref, et donc la prochaine fois, vu que nous sommes en décembre, je me dis, allez, en décembre, il est peut-être temps de finir le Cross Summer, notre série de crossover. Donc je pense que cette semaine, on va publier les 2 derniers épisodes du Cross Summer. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Baptiste d'être passé sur le podcast. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.